et on a réussi à lever 1,9 million d'euros en 90 minutes. On peut citer des mauvais élèves C'est les plus gros, hein. Et les mecs vont s'embrouiller, ils s'insultent, je crois qu'il y en a qui vont voulu porter plainte contre un mec. Ah oui, ça va loin. Ouais, je pense que si tu sais à quel point c'est dur, tu le fais pas. Tout le monde a des rêves. Audace et Innovation, c'est le podcast où j'interviewe des entrepreneurs, des artistes, des sportifs et d'autres personnalités pour comprendre comment ils sont passés du rêve à la réalité. Je suis Aurélien Barrière, le fondateur de B-Conseil, société de conseil spécialisée en financement de l'innovation pour vous aider à financer vos projets d'innovation, de croissance ou d'export à l'international à travers différents dispositifs tels que le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, le statut de jeune entreprise innovante, l'IP Box ou différents leviers de financement non dilutifs tels que les prêts, les avances remboursables ou les subventions de la BPI, de la région ou de l'ADEME. Avant de vous laisser avec mon invité du jour, n'oubliez pas de partager le podcast autour de vous pour nous donner de la force et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains épisodes. Bonjour Andrea. Salut Rien. Bienvenue sur mon podcast Audace et Innovation, du rêve à la réalité. Merci. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. On va échanger ensemble sur ton parcours d'entrepreneur et puis sur ta vie perso. Qu'est-ce qui t'a amené justement aujourd'hui à être le cofondateur de Greengot, une néobanque verte qui lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais nous pitcher Greengot comme si tu l'as présenté à ta grand-mère ? Ah ouais, d'entrer une question comme ça. Waouh. Ma grand-mère, elle connaît pas grand-chose à tous ces sujets-là, donc il va falloir que j'aille parler avec des mots très très simples. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut considérer aujourd'hui, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, quand on dépose de l'argent en banque, l'argent, il ne nous attend pas bien sagement. Cet argent-là, il est investi par les banques dans des entreprises. Et trop souvent, ces entreprises-là, ça va être des entreprises qui vont polluer. Par exemple, des entreprises des énergies fossiles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les grandes banques françaises, européennes et mondiales, en fait, elles supportent énormément les énergies fossiles. Depuis les accords de Paris en 2015, c'est environ 5 000 milliards d'euros qui ont été investis par les banques dans les énergies fossiles. Donc en fait, on comprend bien que si on veut réussir la transition, si on veut réussir à éviter plus 4 ou plus 5 degrés d'ici la fin du siècle, il faut réduire ces énergies fossiles parce que c'est les principaux pourvoyeurs de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il faut arrêter de financer ces énergies fossiles et petit à petit basculer vers des énergies bas carbone, vers une économie plus décarbonée, plus durable et plus soutenable. Et en fait, c'est ce que propose Greengot, c'est un compte en banque qui permet de financer la transition écologique directement avec une carte, un compte bancaire et une appli sur ton téléphone. Et l'idée, c'est que ce soit super simple à faire, qu'on soit le plus transparent possible, que la communication soit le plus attractive possible et qu'on puisse s'adresser à tout le monde de 18 à 85 ans. Donc même toi, mamie, tu peux ouvrir un compte Greengot. C'est super simple. En plus, on est sympa. Tu as quelqu'un qui peut t'aider dès que tu as une question sur le chat. On répond et on a une app qui est super cool. Voilà. Super. Du coup, ce que tu expliques, c'est que en fait, de manière indirecte, notre argent qui dort sur notre compte en banque finalement participe à justement cette transition écologique ou au contraire en fait à financer des projets qui sont un peu de l'ancien monde. Ouais, c'est ça. Et comme tu disais, surtout au contraire pour le moment. Alors, ce que les banques mettent en avant, c'est qu'elles soutiennent de plus en plus les énergies renouvelables aussi. Ce qui est vrai, quand on regarde aujourd'hui, des grandes banques augmentent leur financement aux renouvelables, mais en fait, finalement, on s'en fout d'augmenter le soutien renouvelable parce qu'en fait, la seule variable qui compte, c'est combien de CO2 on va mettre dans l'atmosphère. On comprend bien qu'en fait, si on met 100 de CO2 dans l'atmosphère, on a beau doubler la quantité de renouvelables, on continue de mettre ces 100 dans l'atmosphère et donc le monde se réchauffe toujours autant. Donc en fait, quand on augmente les énergies renouvelables ou les énergies bas carbone dans leur ensemble, ce qu'il faut, c'est qu'elles remplacent les énergies fossiles et pas qu'elles viennent en addition. Et c'est ce qui aujourd'hui est trop souvent fait par les banques, ce qui en fait leur permet de dire en fait, ouais, regardez, nous on fait des choses bien, c'est vrai, vous faites des choses bien de plus en plus, ça va dans le bon sens, mais en fait ce qu'il faut, c'est surtout arrêter de financer le fossile parce que il faut qu'il y ait une substitution et pas une addition. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui est fait trop souvent et c'est ce que nous justement on ne fait pas avec Greengot. Ouais, du coup, si je résume... Ce que tu expliques, c'est qu'en fait, les banques continuent de financer les énergies fossiles, et en plus pétrole, elles augmentent, etc. Ça augmente. C'est même pas qu'elles réduisent trop lentement, ça augmente le soutien d'année en année aux énergies fossiles. Et ça, c'est dramatique. Et elles se rachètent une conscience RSE, une image RSE, parce qu'elles investissent
un peu sur des énergies vertes, mais Ouais. du coup, ça compense pas du tout l'augmentation. Exactement. Et alors qu'en parallèle de ça, elles communiquent énormément sur ce qu'elles font de bien. Elles communiquent sur des trucs un peu bullshit en mode on a des vélos à tous nos collaborateurs et tout ça. Et ce qui fait qu'en fait, elles flouent totalement le message et elles décident de communiquer sur ce qui est bien pour elles. Et tout ce qu'elles font mal, en fait, elles le mettent sous le tapis et c'est un problème. Il y a des acteurs qui font un peu mieux les choses, hein, on va pas se le cacher. Il y a des plus petits acteurs, notamment en France, qui sont mieux. Mais dans l'ensemble, ça va pas dans le bon sens. On peut citer des mauvais élèves Ouais, on peut. Bah, c'est les plus gros, hein. La BNP, le Crédit Agricole, la Société Générale, c'est pas des bons acteurs, c'est pas des bons élèves pour ça. Tu as des acteurs comme la Banque Postale, comme le Crédit Coopératif ou comme Arkea qui sont beaucoup mieux là-dessus. Et tu saurais expliquer pourquoi en fait c'est si compliqué pour eux de justement de changer de paradigme. Ouais, alors plein de choses, hein. De un, les grandes banques en France et dans le monde, elles sont nées au moment de la révolution industrielle. C'est des acteurs qui ont 100, 150 ans, même un peu plus, et qui en fait sont nés dans le charbon. En fait, ces acteurs-là, ils ont grandi parce qu'il fallait financer des chemins de fer, du charbon et toutes ces choses-là. Et donc en fait, elles sont vraiment connectées depuis le début de leur histoire à ces actifs-là. Et donc ça passe par des actifs qui sont entremêlés, c'est-à-dire qu'elles sont actionnaires de ces acteurs-là, mais ces acteurs-là sont aussi actionnaires des banques, ce qui fait que dans les AG et dans les COMEX, on retrouve des gens qui sont dans les deux. Donc il y a un mélange total sans mauvais jeu de mots, vraiment, j'ai pas fait exprès. Il y a un mélange total entre ces acteurs-là, et bah du coup les deux se bloquent les uns les autres. Et puis au-delà de ça, à très court terme, les profits restent intéressants. Ça ne va pas du tout être le cas à moyen terme et à long terme parce que ça va être ce qu'on appelle des actifs échoués, des stranded assets, qui vont faire que ces actifs-là vont devenir de moins en moins rentables et de par la régulation que les États vont mettre en place, ils vont perdre de leur valeur. Mais en fait, aujourd'hui, c'est des boîtes qui sont cotées, dont les actionnaires, les grands fonds de pension ou même les actionnaires individuels en France et en Europe attendent des retours à très court terme. Et donc, en fait, ça ne marche pas parce qu'il y a une pression de tout le monde dans les deux sens. Et malheureusement, comme disait Keynes, à long terme, on sera tous morts. Et donc, les gens s'en foutent et ils veulent juste récupérer à la fin de l'année leurs dividendes, quoi. Ok, ouais, donc le système est bien imbriqué, Ouais. complexe. Ouais, c'est très complexe et c'est pas si facile que ça. Et nous, on ne demande pas à ce que les banques arrêtent du jour au lendemain le financement des fossiles parce que sinon nos économies se cassent la gueule et ça, c'est encore pire. Mais il faut enclencher le truc et il faut aller beaucoup plus vite que ce qui est en train de se faire. Et c'est pas du tout dans ce sens-là qu'on va. Et alors je pense à quelque chose qui est un peu corrélé à ça, un système complexe, on parle d'écologie. Je sais pas si tu t'écoutes un peu le discours d'Arthur Keller ou des gens comme ça. Non, Arthur Keller, ça me dit rien. Ça te parle pas. C'est un expert justement qui parle de systèmes complexes. Ok. Et que aujourd'hui on est dans un système extra complexe où on a dépassé un certain nombre de limites. Ok, d'accord. Ouais, les limites sur la planétaires. planète. Ouais. Et que voilà, et que c'est très compliqué pour s'en sortir. Ouais, c'est très compliqué, tu vois. Et c'est un peu, tu vois, d'un point de vue un peu plus simple, si on schématise, tu vois. Nous, un truc dont on parle beaucoup avec Gringot sur nos réseaux, dans notre communication, c'est le triangle de l'inaction. Et en fait, tu vois que le triangle de l'inaction, c'est donc un triangle, il y a 3 acteurs. Tu as les consommateurs, ou en tout cas le grand public, les entreprises et l'État. Et en fait, chacun rejette la faute sur l'autre, sur le fait de ne pas agir. Les entreprises vont te dire, nous, en fait, on vend ce que les gens veulent acheter. Les gens vont dire, nous, on achète ce qu'on nous vend. Et les États te disent, en fait, nous, on peut rien parce que on peut pas contraindre, parce que si on contraint les gens, ils voteront plus pour nous. Et les entreprises, si on les contraint trop, elles vont tirer la gueule, elles vont licencier, ça va pas aller pour nous. Et en fait, du coup, c'est un cercle vicieux. C'est un système complexe aussi parce que du coup, aucun des 3 acteurs, tout le monde se rejette la faute l'un à l'autre et personne n'agit. Et en fait, tu vois que dans ces systèmes complexes-là, il faut, quand tu bouges une variable, tu peux, si tu la pousses trop, tout casser, mais si tu la pousses de la bonne façon, si tu la pousses pas trop fort, en fait, ça peut entraîner un cercle vertueux, tu vois. Et en fait, si tu te dis, en fait, le consommateur, il est prêt à changer un petit peu, du coup, les entreprises, elles vont un peu changer, et du coup, en fait, comme le consommateur change, la façon dont il va voter va changer, donc les États vont aussi, les gouvernements vont prendre des mesures différentes, mais si tu vas aussi trop vite, tu casses tout le truc, et voilà. Donc c'est un peu, ça se rejoint, et ce qui fait que aujourd'hui c'est dur de s'en sortir, mais ça peut aussi aller très vite dans l'autre sens. Si quelque chose s'enclenche, tout le monde peut suivre. Et c'est pour ça que malgré la situation, malgré qu'on est très très chaud l'été et qu'il y ait des catastrophes naturelles, moi je reste ultra optimiste sur ce qu'on va pouvoir faire dans les prochaines années, quoi. Sur le futur. Ouais. Mais il faut se dépêcher, mais si on se dépêche, ça va le faire.
Et du coup, la clé, selon toi, ce serait peut-être du coup changer les modes de consommation et que du coup, dans ce triangle Alors, que tu évoques, c'est peut-être plutôt le consommateur qui doit... je sais pas si c'est le consommateur, parce que tu vois, il y a des études qui montrent que les émissions de CO2 qui dépendent uniquement de toi, de toi, c'est que 25% de tes émissions de CO2. C'est-à-dire que toi, si tu changes drastiquement ta façon de consommer, mais que ni les entreprises ni l'État ne font de changement, tu pourrais réduire que de 25% de tes émissions de CO2. Or, si on veut rester dans les clous pour l'accord de Paris, il faudrait les réduire par 75 ou 80%. Donc en fait, ça suffit pas. Je pense que le consommateur peut enclencher des choses. En tout cas, certains types de consommateurs le peuvent, mais il faut aussi que les entreprises et l'État le fassent. Donc je ne dirais pas que c'est aux consommateurs d'agir forcément, de déclencher, mais moi je me place d'un point de vue des personnes qui nous écoutent, ou de toi, de moi, tous des consommateurs. Nous, on a aussi un pouvoir là-dessus. Et en fait, des fois, ça me fatigue d'entendre des gens dire en fait, moi je peux rien faire et tout, c'est pas moi et tout ça. Et c'est pas vrai, tout le monde peut faire quelque chose, et c'est pas parce que c'est pas totalement suffisant qu'il faut pas commencer quelque part. Et donc après, il faut aussi bouger les entreprises, il faut voter différemment, il faut faire les choses différemment, mais il y a plein de choses à faire et partout. Et c'est pas forcément angoissant de jouer sur ces sujets-là, tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire sans forcément rendre ta vie plus triste ou plus monotone, tu vois, et tu vois. Arrêter de manger du bœuf tous les jours, c'est pas très difficile. Déjà, Si tu bon vois, niveau, tu peux manger, tu vois, ne serait-ce que manger de la viande blanche par exemple, c'est en plus bien meilleur pour ta santé. Et tu vois, en fait, tu as plein de bénéfices qui sont bons pour le climat et en plus bons pour toi, pour ta santé, pour plein de choses. Et ça, c'est des leviers sur lesquels il faut agir plus fort et plus vite. Toi, tu as justement des exemples que toi, tu as changé un peu dans ton mode de vie. Ouais, carrément. Alors, on parlera après de ma vie pro. Ça, c'est un gros changement et c'est à travers ça que j'ai le plus d'impact. En tout cas, j'espère. Mais ouais, plus manger de viande. Déjà, c'est un vrai impact que tu peux faire. Ça peut être compliqué pour les gens de plus du tout manger de viande, mais tu vois, ne serait-ce que réduire par 2, par 3 la viande que tu manges. T'as pas besoin de manger de la viande à tous les repas, c'est pas vrai. Si vraiment t'en as besoin, arrête la viande rouge et prends de la viande blanche. Et après, c'est tes transports aussi. Limiter tes déplacements en avion le plus que tu peux. Ça, c'est quelque chose de très très important. Pareil pour la voiture. Bon, ça c'est plus facile pour les gens qui habitent à Paris comme nous que d'autres, mais en tout cas, tu vois, le transport, la nourriture, c'est déjà quand même quelque chose de très très bien. Et puis ensuite c'est l'utilisation d'énergie à domicile. Ça nécessite souvent des investissements pour mieux isoler ta maison, pour mettre des pompes à chaleur à la place d'utiliser le gaz, ce genre de choses-là. Mais aujourd'hui, il y a des aides qui existent de l'État pour inciter les particuliers à le faire chez eux, quoi. Ouais, puis comme tu le dis, ne serait-ce que éviter de prendre l'avion ou limiter au maximum ça. Ouais. C'est pas facile parce que tu vois, il y a des gens qui ont des déplacements pro à faire et tout ça, mais vraiment c'est important de le faire. Et il y a des alternatives. En France, on a, malgré tout ce qu'on va dire de la SNCF, on a un réseau de chemin de fer qui est pas le pire au monde, qui est quand même très correct. Et il y a plein de fois où on peut éviter l'avion assez facilement, quoi. Et puis après, changer de banque aussi. on va revenir justement effectivement à Gringot. Je crois que vous avez il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps. Vous émettez 3 fois moins, 4 fois moins de CO2 que justement les mauvais élèves. Ouais, exactement, c'est ce que je disais au début. Ton argent, donc, il est investi, que tu le veuilles ou non, sur tes dépôts, il va être investi indirectement. C'est pas forcément des investissements directs, mais ça permet de faire des investissements et des financements derrière, qui vont aller au financement des énergies fossiles. Et donc une étude récente, un rapport indépendant, a expliqué que les émissions de CO2 en kilogrammes, que 1 million d'euros déposés sur un compte Gringot, alors ça fait peu de personnes ont 1 million d'euros, hein, mais c'est le ratio, émettaient environ 140 kg de CO2 par an. Alors que les grandes banques que j'ai citées au début, on était plutôt quelque part entre 500 et 600 par an. Donc tu divises facilement par 4 tes émissions de CO2 liées à ton argent en souscrivant un compte Gringot. Et ça, c'est uniquement pour ton compte courant. Et on va sortir là dans les prochains jours nos produits d'assurance vie et de livret. Et là, c'est encore plus que ça. Ok, super. Justement, c'est quoi, si tu peux nous en dire plus sur le compte Gringot, les fonctionnalités Ouais, Gringot aujourd'hui c'est un compte de paiement, un compte courant avec lequel tu peux payer et être payé. Donc tu peux recevoir ton salaire, tu as une carte bancaire pour faire tes dépenses, on a une carte
en plastique recyclé ou en bois, qui est très cool d'ailleurs. Et en fait, l'idée de ça, c'est que nous, on veut faire exactement ce que peut faire un compte comme un Revolut ou un N26, donc un compte qui allie le meilleur de la technologie, avec des notifications, avec Apple Pay, avec sans frais à l'étranger, avec des calculateurs de CO2 en même temps. Enfin, l'idée, c'est vraiment comment est-ce que tu allies le confort, l'agréable, mais aussi la protection de l'environnement. Tu vois, au début, je citais quelques acteurs qui étaient assez vertueux d'un point de vue environnement. Mais en fait, le problème de ces acteurs-là, c'est qu'ils sont totalement à la ramasse d'un point de vue techno, d'un point de vue communication. Certains n'ont même pas de compte courant. Et en fait, du coup, ils vont attirer des gens qui sont très loin dans leur transition. Et nous, c'est justement pas ça qu'on cherche. On veut chercher 67 millions de Français et 400 millions d'Européens, parce que pour réussir cette transition, il ne faudra pas être une poignée, il faudra que tout le monde s'y mette. Et donc, c'est pour ça qu'on fait Gringot. Et donc ça veut dire des features technologiques de confort et des features écologiques. Donc les features technologiques, je les ai déjà un peu évoquées, et les features écologiques, ça va être ton empreinte carbone qui est divisée par 4 sur ce qu'on fait de ton argent. Ça va être un calculateur de CO2 sur tes dépenses. Ça va être la possibilité de faire des dons à des assos à chaque fois que tu payes. Soit en faisant de l'arrondi, soit parce que nous, on va rétrocéder certains de nos frais. Et voilà, le tout, c'est sur une application qui coûte 6 € par mois avec ta carte. Tu as un service client ultra réactif, on est super bien noté sur les stores. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous différencie. C'est qu'on a vraiment créé une communauté autour de Gringot qui est passionnée par la mission que nous, on a. On a 300 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux. Et ça, pour nous, c'est très important. Ils construisent Gringot avec nous. Ils vont nous aider dans nos grands choix. Ils vont nous aider à choisir les entreprises qu'on finance, les assos avec lesquels on travaille, et même le design de certains écrans de l'app. Et pour nous, ça, c'est très très important parce que on a une mission qui est beaucoup plus grande que nous. Et en fait, l'objectif, c'est pas de faire ça à 3 cofondateurs ou même à 40 employés chez Gringot, mais vraiment avec toute notre communauté. Et pour nous, ça, c'est vraiment ce qui nous différencie des gros acteurs bancaires, quoi. Top. Et du coup, maintenant, est-ce que tu peux me pitcher Gringot, mais vis-à-vis d'un investisseur ? Comment tu présenterais le projet ? C'est une question qui est difficile parce que, en général, avant de parler d'investisseur, je me renseigne un peu sur ce que l'investisseur cherche. Parce que soit tu as des investisseurs qui vont être très intéressés par la taille du marché, où en fait, là, du coup, je vais parler de la taille du marché et de pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a un marché énorme. Soit tu as des investisseurs qui vont vraiment être plus attirés par l'impact et par la mission. Donc, on va dire que la mission te plaît. Aurélien, parce que tu es quelqu'un de bien. Et du coup, aujourd'hui, la mission de Gringot, c'est vraiment réussir à financer la transition écologique. On a besoin de 5 000 milliards, ne serait-ce qu'en Europe, pour pouvoir financer la transition, pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été fixés par la Commission européenne. Et donc cet argent-là, ça tombe bien parce que c'est grosso modo ce que les Français ont en épargne financière. Et les Européens encore plus. Et donc notre objectif chez Gringot, c'est de pouvoir mettre à contribution l'épargne des Français et des Françaises au financement de la transition. Donc ça tombe bien parce qu'il y a des études de grands cabinets de conseil, BCG, McKinsey et autres, qui estiment que le marché du Green Retail Banking, c'est 150 milliards d'euros dans le monde et 80 milliards d'euros dans la zone euro d'ici à 2030. Et donc nous, c'est justement ce marché-là auquel on va s'adresser avec Gringot pour pouvoir permettre à tout le monde de financer la transition écologique. C'est un marché qui est énorme et on est persuadé que toutes les banques vont s'y mettre parce qu'elles n'ont pas le choix. Ça va être plus lent pour certaines et nous, avec Gringot, on est les mieux placés pour saisir ce marché parce qu'on est green native et on n'est pas des touristes verts, comme peuvent l'être certains qui se sont découverts une passion pour l'écologie récente, mais juste parce que ça faisait bien sur leur présentation. Et donc avec Gringot, c'est ce marché-là qu'on va chercher et on est les mieux placés pour aller le prendre. Et en termes de KPI, aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors aujourd'hui, avec Gringot, on a 20 000 utilisateurs. Je prends un petit peu. Ouais, j'avais noté 10 000, mais 10 000, c'était 2023. Ouais, on a fini l'année à 10 000 fin 2022. Okay. On a fait une opération pour pousser la barre. On les a passés à quelques utilisateurs près au 31. C'était au 1er janvier. On les a validés au 1er janvier, mais ils étaient là depuis la veille. Donc on a considéré que c'était bon. On a 20 000 utilisateurs. Donc ça va assez vite. Ouais, ça va très vite. Surtout que en fait là, on s'apprête à lancer des grosses features, un compte joint, une assurance vie sur lesquelles on a pour chacun entre 3 et 5 à 6 000 personnes en liste d'attente. Et notre objectif, c'est de continuer encore d'accélérer là-dessus et vraiment de devenir le référent dans toute la zone euro sur ça. On est déjà présent en France, on est présent en Belgique,
sur des comptes particuliers et bientôt et aussi sur des comptes des micro-entreprises et un jour pourquoi pas sur des comptes entreprises classiques. Donc ça se passe très bien, on est très très contents. Et tous les jours, on a des bonnes nouvelles. Tu vois, on a été élu la startup numéro 1 LinkedIn France récemment. On a été dans les 53 startups climat Business Insider dans le monde à surveiller. Donc, on a tous les feux sont en vert aujourd'hui. Et nous, l'objectif en ce moment-là, c'est de délivrer le plus possible pour aller le plus vite possible, mais sans faire n'importe quoi non plus, parce qu'il y a un contexte qui est... c'est plus la folie, c'est plus la fête comme c'était il y a 3-4 ans. Donc, l'objectif, c'est pas de dépenser 400 ou 500 euros pour acquérir un client comme certaines banques en ligne peuvent le faire. Ouais, parce qu'effectivement, tu es sur un domaine, voilà, les néobanques, où je pense qu'il y a 3 enjeux, mais tu m'expliqueras aussi ton point de vue, qui est d'un point de vue marketing, l'acquisition de nouveaux utilisateurs, de nouveaux clients, le financement, l'entreprise, et comme tu l'as dit, les opérations, il faut aller assez vite, il faut aussi répondre à des problèmes de compliance. Ouais. Et du coup, voilà, vous êtes à la frontière entre ces 3 enjeux. Voilà, est-ce que tu peux... Peut-être on peut commencer peut-être par le volet marketing. Ouais. Je sais aussi que t'es, dans tes associés, tu es associé avec Maud, qui était aussi très visible sur le web et qui sur la marque de l'entreprise. Voilà, comment aussi vous répartissiez les rôles entre vous, comment on fonctionne. Ouais. Alors si tu veux, je commence par la compliance, parce qu'en fait la compliance c'est finalement ce qui définit tout le reste, parce que tu vois, on est surveillé et supervisé par les entités de régulation comme la CPR et comme d'autres, c'est la Banque de France grosso modo, ce qui fait qu'en fait tu peux à la fois pas dire n'importe quoi et tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Quand je te dis que tu peux pas dire n'importe quoi, c'est que tu ne m'entendras jamais dire que Gringot est une banque, par exemple, parce que le mot banque est réservé aux établissements de crédit. Donc quand tu disposes d'une licence de crédit comme la BNP, la Société Générale ou d'autres, c'est très compliqué de l'avoir. Un jour on l'aura, mais ça va nous prendre quelques années. Et donc en fait, il y a des mots qui sont interdits comme ça, qu'on n'a pas le droit de prononcer. Néobanque, c'est bon ? C'est un peu limite, néobanque en vrai. Ouais. Je le dis pas trop. Donc on dit quoi ? Toi, tu peux le dire si tu veux. Le vrai terme, même compte de courant, compte courant, c'est un peu limite. Nous, on dit ils autorisent compte de paiement, mais c'est pas très sexy, honnêtement. Bon, toi, on pourra en revenir aussi avec tous les partenaires qui sont derrière, bien aussi sûr, bien technologiques que banques, etc. Et du coup, ce qui fait que tu peux pas dire ce que tu veux. Donc c'est difficile de délivrer un message qui va être simple et efficace quand certains mots te sont interdits. Et au-delà de ça, même sur ton produit, je disais qu'il faut aller vite sur ton produit, mais tu peux pas non plus aller trop vite parce que de un, tu touches l'argent des gens, donc il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas que tu casses ton application. Alors, l'argent est en sécurité, on peut pas casser comme ça, mais si tu fais n'importe quoi sur ton app et que tu pousses une mise à jour et qu'en fait les gens ont plus le solde qui s'affiche ou peuvent plus se connecter, c'est un vrai problème. Donc tu dois aller vite, mais en même temps tu dois faire du QA, tu dois faire du test énorme à chaque fois que tu pousses une release. Et dès que tu pousses une feature, tu dois la tester dans tous les sens, tu dois défoncer ton app pour voir comment elle réagit. Donc tu dois aller vite, mais tu dois faire attention. Tu dois faire beaucoup de communication pour acquérir beaucoup de monde, mais tu dois aussi faire attention. Et sur ton acquise, tu dois pas non plus dépenser trop d'argent. Parce que nous, Gringot, notre objectif, c'est d'être un acteur à impact, d'être un acteur soutenable. Et en fait, il faut aussi qu'on le soit dans le business model. Notre objectif, c'est pas de faire des levées de fonds tous les 6 mois et en fait de se retrouver sur les fondateurs avec 4% du capital dans 10 ans et ne plus avoir aucun impact sur les décisions. Et de se faire racheter. Exactement. Plus le choix, Exactement. Et donc pour ça, il faut qu'on devienne rentable. Il faut qu'on ait un business model qui soit sain et donc pas dépenser des centaines d'euros pour acquérir un nouveau client. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a aussi développé cette stratégie de community-led growth, où en fait aujourd'hui notre principale levée d'acquisition chez Gringot, c'est notre communauté, c'est des gens qui vont référer d'autres personnes, c'est des gens qui vont parler de Gringot autour d'eux et les convaincre de nous rejoindre parce que c'est bien, parce que ça permet de réduire son empreinte carbone, parce que ça permet, parce que le compte est cool et toutes ces choses-là. Et ensuite, les réseaux sociaux qui nourrissent cette communauté, avec Maud qui est très présente aussi sur les réseaux sociaux, et pas que Maud, mais plein d'acteurs chez Gringot, plein de nos ambassadeurs, plein de nos membres qui vont parler de ça, et ça nous permet de réduire le coût d'acquisition le plus fortement possible, quoi. C'est vrai qu'on je voyais bien passer, enfin je vois toujours passer tous les utilisateurs quand ils ouvrent un compte avec la photo. Mais ça c'est très fort, ça tu vois, c'est très fort parce que tu as plus tendance à croire ton pote qui dit que sa carte est super plutôt que quelqu'un qui a priori tu sais qu'il va être payé parce qu'il a 1 million de followers sur Insta, quoi. Donc c'est une stratégie que nous on a mis en place et qui porte ses fruits et qui marche très bien jusqu'à présent. Et du coup sur ce volet marketing, c'est votre première boîte, je crois, à tous.
comment vous vous êtes formé à ça? Comment vous avez eu des coachs? Vous avez eu des... Non, en vrai, on n'a pas eu de coach. La réalité, c'est que pour faire ce qu'on a fait avec Gringot, il a fallu qu'on lève de l'argent très vite. Ça, c'est l'autre enjeu, le volet financier. Ouais, et en fait, le truc, c'est que du coup, en fait, alors, je vais pas dire que Gringot est bootstrappé, parce qu'on a levé des fonds, donc c'est pas vrai, mais finalement, un peu quand même, parce que on a levé des fonds, mais on a levé assez peu, parce qu'on n'avait pas forcément l'expérience qu'il fallait au début pour la faire. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire sans fonds pour acquérir des utilisateurs et des clients et une communauté? Et donc en fait, on a un peu tâtonné, on a fait des choses et en fait on s'est rendu compte que ce qui marchait le mieux, c'était de montrer les coulisses de Gringot, c'était de montrer comment est-ce qu'on construit dans notre quotidien ce qu'on est en train de faire, comment est-ce qu'on peut impliquer les gens là-dedans, et en fait c'est ça qui a marché. Mais si tu veux, c'est pas, je te mentirais de te dire que c'est une stratégie qui avait été planifiée à des mois à l'avance. C'est en fait du test and learn. On a fait ça, on a vu que ça marchait, on s'est dit ok, on va continuer comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que ça plaisait énormément aux gens. Et nous, c'est quelque chose qui nous allait aussi beaucoup parce que construire en public, c'est quelque chose qui nous, avec lesquels on est à l'aise parce que ça nous permet de montrer aussi la transparence de ce qu'on fait avec Gringot et ce qui nous correspond aussi personnellement, tu vois, plutôt que de bosser dans ton garage et de te dire on sortira le produit au monde entier, un peu comme Apple le fait avec ses keynotes et tout ça. Nous, c'était pas quelque chose que nous on voyait, et d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui on a beaucoup de nos membres sont au capital de Gringot et on leur partage beaucoup d'informations sur ce qu'on fait, on a des retours, des encouragements et c'est top et on veut continuer comme ça, quoi. Ouais, là dans le cycle de financement, tu peux peut-être nous parler de ça. Dernièrement, vous avez fait un tour de financement participatif où vous avez justement invité vos utilisateurs à investir directement. C'est ça, on a levé 5 millions d'euros au total au printemps dernier. Et en fait, sur ces 5 millions d'euros, on a réservé une poche pour nos membres. Donc c'était uniquement pour des gens qui avaient un compte chez nous. Donc si tu n'avais pas de compte, tu ne pouvais pas investir. Et on a réussi à lever un peu moins 1,9 million d'euros en 90 minutes. Via Crowdcube, donc c'est énorme. Ouais, c'est et énorme, en fait, surtout que nous, en fait, on a décidé d'arrêter à ce moment-là. Enfin, en fait, à la base, on voulait faire 1,5 million. 1,5 million, on les a fait en 40 minutes. Et en fait, on s'est dit, bon, on réouvre parce que on avait des plaintes des gens. Ils nous disaient, mais attends, moi je me suis connecté à 9h03, c'était déjà fini et tout. Ce qui n'était pas vrai. Enfin, il y a eu des bugs et tout, je pense, à un moment. Mais donc, on a réouvert 400 000 euros. Et en fait, à un moment, on dit, bon, stop, parce qu'on ne veut pas se diluer davantage. On n'a pas besoin de plus d'argent pour le moment. Mais ça a été un super succès. Et en fait, en plus, là où on est très content, c'est qu'on a demandé aux gens de ne pas trop investir. Parce qu'on voulait faire de la place à tout le monde. Donc on a mis un cap qui a été respecté par 99% des gens. Et donc ça montre aussi que les gens en fait, ont été fair play là-dessus et qu'ils se sont dit ok, ça montre que la communauté est bienveillante. Et pour nous, ça c'était top parce que via la plateforme sur laquelle on investit, on n'avait pas le moyen de dire vous ne pouvez pas investir plus de temps. Et les gens ont joué le jeu. Et donc ça c'était top, quoi, tu vois, et ça montre que les gens sont cool, que ils vont pouvoir même, tu vois, sur une prochaine levée de fonds, si on a besoin de refaire appel à eux, et on le refera, les gens seront là, et ça c'est top, quoi. Parce que nous, ça nous fait des ambassadeurs, parce que ça nous fait aujourd'hui 1300 investisseurs sur cette communauté-là, qui sont pour 90% d'entre eux, c'est la première fois qu'ils investissent dans une startup, et pour nous ça c'est génial, quoi. Ils ont un petit morceau de Gringot, et c'est plus sympa de dire à tes potes au bar que tu as un petit morceau de Gringot, de dire que j'ai acheté une action LVMH, parce que bon, ça fait... Alors si, LVMH ça peut faire rêver, mais c'est un truc coté sur le CAC, a priori vous êtes des millions d'autres à l'avoir, alors que là tu es actionnaire de Gringot, tu vas encore plus en parler. Et déjà, tu es actionnaire de ta banque. Et donc déjà, tu es motivé par la mission que Gringot t'apporte. Et en plus, tu es motivé parce que plus mieux Gringot se porte, plus toi, financièrement, tu as un retour intéressant. Et donc ça a encore boosté l'acquisition organique via le referral, quoi. Ouais, du coup, ce que tu m'évoques, effectivement, le fait que tes clients de la néobanque Gringot ont investi 1300 utilisateurs ont investi chez 1380. 1400 en fait. Ça me fait penser à des pubs que je vois. Du Crédit Mutuel, Crédit Mutuel, on est une banque mutualiste. Alors déjà, on ne dira pas qu'on est une banque parce que je t'ai expliqué pourquoi avant. Et mutualiste, je crois que c'est vraiment un statut particulier de dire que tu es une banque mutualiste. Mais on s'en rapproche, quoi. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui ressemble à ça. Et on s'en est inspiré. Mais on pourra
probablement pas utiliser ces termes-là, mais l'idée est proche. C'est quoi du coup la définition? Enfin, c'est quoi? C'est qu'ils ont un droit de vote Ouais, alors ils ont un droit de vote, enfin chez nous aussi, hein, Ouais. parce que du coup t'as un droit de vote en tant qu'actionnaire lors des AG, ce genre de choses-là. Dans une banque mutualiste, Ça risque d'être compliqué de signer les AG. non, parce que tout le monde est sur un véhicule, tu vois, et du coup il y a une personne qui signe à la fin, mais tout le monde vote à l'intérieur du véhicule, et ensuite le véhicule vote pour le groupe, parce que sinon ça fait du monde. La banque mutualiste, ouais, je pense que ça fonctionne un peu de la même façon, mais tu dois avoir du formalisme qui est différent. Ça marche. Si on revient un peu sur justement cet enjeu d'acquisition de ma fenêtre extérieure, c'est vrai que on l'a pas précisé, mais j'ai fait partie du premier tour d'investissement C'est vrai. avec les business angels, et c'est de là qu'on se connaît historiquement. Et du coup, de ma fenêtre, bah, je vois toutes les communications Gringot, je suis fan, et j'ai le sentiment, mais tu vas me dire ce que tu en penses, que parmi les néobanques, vertes ou pas vertes, vous faites partie quand même de celles qui réussissent à sortir leur épingle du jeu. Ouais, carrément. Et je pense que ce que je disais au début, c'est le fait qu'on ait eu peu d'argent par rapport à d'autres acteurs. Ça nous a fait innover, ça nous a fait faire les choses un peu différemment. Il y a eu Orange Bank qui a investi des centaines de millions d'euros et qui Qui s'est ont fermé. planté Ouais. lamentablement. Ouais. Parce que en fait, ils se sont dit, ok, c'est quoi la recette Néobank? C'est bim, on fait un referral de 80 euros pour le parrain et pour le filleul. On fait plein de publicités et on fait un truc comme ça. Je crois qu'ils ont sous-traité leur app à quelqu'un d'autre. Enfin, ils ont juste mis de l'argent et ils se sont dit on appuie sur le bouton et on voit. Capgemini, qui a Je fait voulais le pas, dev. je voulais pas le dire, mais voilà. J'ai pas de soucis. Et voilà. Et du coup, bah, c'est un vrai problème. Et nous, en fait, le fait de pas avoir eu ça, on a dû être plus malin, on a dû faire les choses un peu différemment. Et aussi, c'est parce que c'est ce qui nous faisait kiffer, tu vois. Nous, prendre une recette, un copier-coller et se dire, bah, en fait, ça, c'est ce qu'il faut faire, tous les trucs qu'il faut faire et suivre la liste. Ça nous intéressait pas, on voulait, enfin c'est presque plus de l'entrepreneuriat, tu vois ce que je veux dire, c'est juste du copier-coller. Et donc on a fait les choses différemment et ouais, pour le moment ça marche super bien et c'est notre objectif et on va continuer de le faire. Ça va être de plus en plus difficile de le faire parce que plus t'es gros et moins t'as tendance à prendre de risques. Mais c'est ce qu'on veut éviter, on veut toujours continuer à prendre ces risques-là parce que sinon on ne survivra pas face à des mastodontes qui mettent 20 fois nos levées de fonds juste dans leur budget acquisition par an et parce que aussi c'est ce qui nous fait kiffer et c'est ce qu'on pense être la bonne solution. Ouais. Effectivement, c'est intéressant la comparaison avec Orange Bank. On pourrait comparer voilà, avec d'autres startups qui ont des besoins de levée, etc. Là, Orange Bank, pour le coup, c'est vraiment le groupe Ah ouais, ils n'avaient pas besoin de lever, quoi. qui a Ouais. les moyens et pourtant, ils n'ont pas réussi. Ouais. Donc, c'est qu'il y a de vrais enjeux. Ça peut être aussi une forme d'apprentissage, en fait. Vous avez appris sur le terrain, mais ce que vous avez réussi à, en tout cas, mettre en place jusqu'à présent, de mon point de vue, ça peut être une bonne leçon à d'autres entrepreneurs qui sont sur des modèles de levée de fonds. Ouais. Et c'est voilà, avec le financement qui devient de plus en plus difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'on reçoit énormément de messages, alors Maud encore plus, mais de mails, de messages sur LinkedIn, d'entrepreneurs qui sont dans l'impact très souvent et qui nous demandent est-ce qu'on peut... comment est-ce que vous avez fait pour faire ça? Est-ce qu'on peut se parler parce que j'aimerais faire comme vous et tout ça. C'est très très difficile de répondre parce que genre on a énormément de sollicitations, genre des fois 10-15 par jour. Ouais. Donc malheureusement on peut pas répondre à tout le monde, mais ouais on sait qu'on inspire beaucoup de monde et tant mieux, c'est cool. Top. Et est-ce qu'on peut du coup revenir un peu, enfin vraiment à la genèse du coup Ouais. de Gringot? Moi, j'ai vu un peu sur internet, vous étiez 4 cofondateurs au début. On était 4 au début, aujourd'hui on est 3, il y avait un quatrième cofondateur qui tenait le rôle de COO, CFO à la base et qui en fait était au début à mi-temps et en fait pour des raisons de vie familiales a décidé que en fait, l'entrepreneuriat ne lui convenait pas et donc il a quitté l'aventure il y a un peu plus d'1 an à peu près et donc aujourd'hui on est 3, Fabien qui est le CTO, que lui tu verras pas sur LinkedIn parce que c'est un CTO, il aime pas trop ça. Il y a pas forcément besoin de se mettre en avant. Ouais, pas trop. Quoique, c'est intéressant aussi parce que pour attirer des talents, surtout dans des sujets tech, ils ont très souvent envie de bosser avec un CTO qui va les inspirer le plus possible. Et donc, ça peut être très bien de le faire aussi.
Ensuite, tu as Maud, dont on parlait au début, qui est elle, vraiment la face de Gringot, très présente sur LinkedIn, sur les réseaux et dans plein d'autres secteurs. Et moi, qui suis le CEO de Gringot. Voilà, on se répartit bien les rôles, on a des scopes qui sont très différents tous les trois, avec des domaines de compétences très très divers. Et donc c'est cool, on se complète bien et voilà, on écoute. Comment vous êtes rencontrés? Alors, qui c'est qui a eu l'idée, le point de départ? C'est une idée de Maud, Gringot. On sait à la base de l'histoire, c'est Maud et moi. Maud est de la même école que moi, elle est un peu plus jeune que moi. On s'était rencontrés quelques années avant de faire Gringot. École de commerce? Ouais, une école de commerce à Grenoble. Mais je la connaissais pas, l'école de commerce. Je l'ai rencontrée à New York. On a vécu là-bas tous les deux. Elle est rentrée un peu avant moi de là-bas. Moi, je suis rentré en 2019. Je crois qu'elle a dû rentrer en 2018, un truc comme ça. On s'est revus quand je suis rentré. Et, elle savait que je voulais faire de l'entrepreneuriat, de l'impact. Et elle avait réfléchi de son côté à faire quelque chose. Elle me dit, écoute, je veux créer une banque verte. Je me suis foutu de sa gueule un peu au début, je te le cache pas. Et puis ensuite. Non mais tu t'as craqué rigoles, quoi. Tu vois, on avait bu 2-3 bières, on s'est dit non, t'as craqué et tout ça. Et ensuite, le lendemain, elle me dit non, mais tu sais que c'était pas une blague, j'aimerais bien et tout, regarde ça et tout. Donc j'ai un peu creusé. Et, c'était en quelle année ça? Ça, c'était fin 2019. Okay. Début 2020, ouais, un peu avant Noël, je crois, 2020, donc juste avant le Covid. Moi, je rentrais, je voulais faire de l'entrepreneuriat, je rentrais des États-Unis et j'étais rentré chez mes parents et puis ensuite je suis resté bloqué chez eux à cause du Covid. T'étais en stage Non, je bossais là-bas chez Pernod Ricard. Okay. Tu faisais quoi? Je bossais en finance et en strat sur Jameson, le whisky. Qui est un très très gros whisky là-bas, un peu moins connu en France. Mais en fait, j'ai commencé, moi, sortie d'école, j'ai commencé à Dublin, en Irlande. Déjà sur Jameson, parce que c'est un whisky qui est irlandais, qui est basé là-bas. T'as mis le whisky Pas forcément. Le spiritueux, c'est un secteur qui est sympa, je trouve, mais je suis pas un grand fan. Enfin, j'aime bien ça, je vais pas te le cacher, mais je suis pas un expert. Et je trouve ça sympa d'entrer dans le groupe Pernod Ricard. Et c'est un groupe qui est super cool, qui traite très très bien. Qui est toujours français. Pernod Ricard. Ouais, c'est français. Alors c'est coté maintenant, tu vois, donc t'as des actionnaires un peu du monde entier, mais c'est coté à Paris. On peut considérer que c'est français. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Français dans le groupe. Je crois que le groupe essaie de se défranciser un petit peu. Et après 1 an et demi, 2 ans à Dublin, je suis parti à New York pour pareil 1 an et demi, 2 ans. Et vraiment, j'ai adoré cette expérience, c'était très cool. C'est vraiment à la fois de vivre à l'étranger. Dans ce groupe-là, c'est très sympa. Mais tu vois, on en parlera peut-être après, mais moi, je viens du sud de la France. Autour de la Méditerranée. Et l'été, quand j'étais petit, ça a souvent brûlé autour de chez moi, très très proche de ma maison, à 100, 150, 200 mètres. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment foutu le cafard plusieurs fois. Et donc j'ai toujours fait attention à l'environnement, aux animaux, à ces choses-là. Et après, petit à petit, donc, j'ai pris conscience des problèmes écologiques qu'il y avait, du réchauffement climatique. Tu vois, quand tu vois que l'été, c'est toujours un peu plus sec, qu'il pleut toujours un peu moins. Quand l'hiver, t'es le 15 janvier, qu'en fait, tu dis que t'es en short et tout ça, tu dis putain, il y a un truc qui va pas trop. Bon, je me suis pas trop posé de questions. Je suis quand même commencé ma carrière là-bas. J'ai lu, je crois, quelque part que c'est un peu toi qui avais aussi insufflé cette envie. J'ai un peu converti, aussi, si je puis dire, si c'est pas un gros mot, j'ai un peu converti Maud à ces sujets-là. Ce qu'elle disait toujours, en fait, moi, 20 ou 25 degrés, ça changera pas grand-chose pour moi. Elle est de Bourgogne, elle me dit, j'aurai une piscine alors que j'en ai pas. Alors qu'en réalité, 5 degrés, quand on parle de plus 5 degrés de réchauffement, c'est pas qu'il va faire 25 au lieu de 20, c'est bien plus que ça, en tout cas sur nos latitudes européennes. Et donc, ouais, c'est un peu moi qui ai fait comprendre tous ces sujets-là. Alors, d'autres aussi, elle s'est nourrie d'autres personnes. Mais du coup, moi, j'ai pris un peu conscience de ça en travaillant chez Pernod Ricard. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, OK, la situation, elle est bien. Si je reste chez Pernod Ricard, bon, ça va être sympa. J'aurai une carrière qui va être très cool, je suis sûr. Je vais pouvoir voyager dans le monde entier parce qu'ils envoient beaucoup d'expats un peu partout. Mais de un, j'avais envie d'entreprendre. Et de deux, je me dis, j'ai peut-être envie à un moment de mettre ma carrière. Mon énergie. Ouais, mon énergie, ma vie, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, mon énergie au service de la protection de la planète. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, OK, je rentre en France, parce que je pourrais pas le faire depuis les États-Unis pour plein de raisons, les visas, tout ça. Je rentre en France et je veux faire un truc qui aura le plus d'impact possible pour protéger la planète, le climat et l'environnement. Et donc, je suis rentré. Et puis Maud m'a dit on va faire ça, je me suis un peu foutu de sa gueule et puis ensuite c'est ok, je regarde un petit peu et en creusant je me dis que c'était peut-être pas si con que ça, qu'en tout cas le sujet de la finance pour les particuliers, même pour les entreprises, la finance verte était très mal
gérer en France et même en Europe, qu'il y avait vraiment énormément de choses à faire et que c'était un des sujets sur lesquels tu pouvais, des leviers sur lesquels il y avait le plus de choses à faire et qui auraient le plus d'impact possible. Donc on a commencé comme ça et puis ensuite on a rencontré Fabien, de potes, qui travaillaient sur un sujet un peu similaire. Donc là tu dis, bon ok Maud, ton idée, ok go, on y va. Elle est pas déconnante, on regarde. On y va, vous êtes deux. Ouais, en deux, il nous faut là, forcément un CTO parce que c'est un produit dans les enjeux tech sont très importants. Tu trouves comment du coup en fait, nous, on commence à rencontrer des gens, on commence à dire voilà, on a un projet comme ça, on cherche un peu. Et là, on me dit c'est marrant, j'ai quelqu'un qui m'a parlé de ce sujet. Alors là, je te dis ça comme ça, mais en vrai, ça a pris plus de temps. Ça a pris quoi 3 mois, je pense. Okay. Ce qui, en vrai, est bien, je pense, parce que moi, j'ai des potes qui se sont lancés depuis, qui cherchent des CTO et ils ont mis beaucoup plus de temps que ça, ils ont beaucoup plus galéré que ce que nous, on a pu galérer. Mais du coup, en parlant un peu autour, en me faisant savoir, le projet était déjà un peu public à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on avait déjà commencé à mettre sur LinkedIn quand on allait faire ce qu'on Gringot et toutes ces choses-là. Ouais, Day One, avant même de créer la boîte. Ouais, parce qu'en fait, la réalité, c'est que le truc, c'est que on savait que construire Gringot, ça allait prendre du temps. Et on s'est dit, on va pas commencer à se faire de la notoriété, à faire de l'acquisition au moment où on est live. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant, tu vois ? Enfin, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a plein d'autres choses à faire, mais tu crées une communauté d'abord et tu construis le produit avec elle. Et ce qui fait que des fois, il y a de la frustration parce que le produit était en retard et les gens attendaient. Donc, tu as une certaine pression aussi, mais qui, du coup, pour nous, le trade-off valait largement la peine. Et donc, on a trouvé Fabien comme ça. Et ensuite, on a vraiment créé officiellement Gringot en mai ou en juin 2020. Donc, toi et Maud, à peu près, vous aviez quoi, 1 an d'expérience pro ? Ouais, non, un peu plus quand même. Moi, j'étais à KM4. Ok. Et Maud, à 1 an, elle est plus jeune que moi, donc elle a beaucoup moins d'expérience que moi. Et Fabien, par contre, est plus âgé que nous. Je crois qu'aujourd'hui, il a 38 ans, quelque chose comme ça. Et donc lui, il a travaillé dans des grandes banques, en architecture bancaire, dans l'industrie du paiement, Crédit Agricole, le bon profil. Donc lui, il était très bien, passionné par le sujet. En plus, lui, son père... est déjà sensible aux enjeux climatiques parce que son père, lui, Sylvestre Huet, c'est un grand journaliste scientifique sur les sujets climat qui est très réputé et qui est peut-être le meilleur en France. Et donc, c'est des sujets qui lui parlaient et sur lesquels il bossait déjà un peu dans son coin. Alors, sans forcément s'être lancé, mais il réfléchissait, il regardait des choses. Et en fait, on s'est retrouvés autour d'une bière et d'un jus d'orange pour lui, parce qu'il ne boit pas d'alcool. Et on s'est dit, ok, on avance et on voit ce qui se passe. Et nous voilà. Donc là, création de statut, vous lancez la boîte, le capital social. Pas grand chose, quelques milliers d'euros, tu vois. Je crois qu'on avait mis les 15 000 parce que pour que la BPI te suive, tu vois. Ça, c'est de fonds personnels que vous avez. Ouais, on avait mis 15 000 euros à 4 initialement. Et c'est tout ce qu'on a mis dans Gringot depuis, tu vois. Donc là, donc vous êtes 4. Après, effectivement, tu as expliqué la sortie du 4e pour des raisons perso. Donc là, on essaye de raconter un peu. Voilà, là, tu débarques. Le lancement, chacun travaille de chez soi, vous prenez des bureaux. Non. Quand tu as 15 000 euros de capital, te prendre des bureaux, même un espace de coworking, c'est cher, tu vois. Potentiellement, tu n'achètes même pas de PC, non. déjà tout ce qu'il te faut. J'ai tu démarres. PC perso. Et d'ailleurs, tu vois, moi, mon téléphone, c'est toujours mon téléphone perso parce que j'ai commencé avec mon perso. Et là, du coup, ça me ferait chier de devoir changer de numéro à tout le monde. Donc, mon téléphone, c'est toujours mon perso et tout. Ce qui fait que je réponds pas aux numéros que je connais pas parce que je reçois, même le week-end et tout, les gens m'appellent et tout. Il faudrait un jour que je m'en débarrasse. Mais tu sais, plus t'attends et plus ça devient difficile. Je mets un peu le truc sous le tapis. Mais évidemment, travaille sur ton petit bureau, sur ta chaise. Et c'est tout, quoi, tu vois, tu prends tous les outils gratuits que tu peux faire, genre même payer pour Slack, des trucs comme ça, c'est inimaginable au début, donc t'es vraiment... Donc là, il y a comment il s'appelle le CTO ? Fabien commence à développer de son côté. Alors il commence à développer ce qu'il peut, mais en fait la réalité c'est que il commence à faire certaines choses, notamment sur le front, mais... Vous étiez temps plein. Temps plein. Et en fait, la première chose à faire pour nous, c'était de lever des fonds. Pourquoi ? Parce que un développeur, c'était pas assez pour faire ce qu'on devait faire. Il fallait au moins un deuxième, voire plus. Et puis, il fallait un service client, il fallait une équipe conformité, il fallait plein de choses. Donc, il y a eu 2 choses. Fabien, de son côté, lui, il était plutôt sur comment est-ce que je vais commencer à construire un début d'architecture avant d'avoir les partenaires. Tu réfléchis, il réfléchit aux différentes briques exactement, intégrer, exactement. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'aussi, pour avoir tes partenaires, il faut déjà payer, en tout cas montrer que tu as les fonds, parce que les gars en face de toi, ils vont donc ils commencent à faire le benchmark technologique. C'est ça. Et en fait, tu te rends compte que tous les mecs te disent, ok, moi, ton projet il est intéressant, pourquoi pas, mais
moi, si tu peux pas me montrer que tu as un peu d'argent, je m'investis pas dans toi parce que tu as de l'intégration, il y a du coût humain chez eux. Et donc, les gars se disent, t'as pas forcément un upfront à payer, mais si t'as pas un peu d'argent à leur montrer, ils veulent pas le faire parce que si tu vas mourir dans 3 mois, je n'investis pas de temps chez toi. Quoi. Donc Maud sur la partie création de communauté, Fabien sur réfléchir à la partie comment est-ce qu'on va créer l'architecture, et moi plutôt sur la partie levée de fonds. Alors Maud et Fabien sont aussi impliqués sur la levée de fonds parce que c'est un travail d'équipe et c'est jamais le travail d'une personne. Mais du coup, tu débarques je suis pas parisien, alors Fabien est un parisien, mais bon, pas... D'ailleurs, il vit plus à Paris aujourd'hui. Maud n'est pas parisienne, je suis pas parisien, on n'a jamais fait ça. Tu parles du réseau aussi, peut-être. T'as pas du tout de réseau, mais moi je savais pas ce que c'était lever des fonds, tu vois. J'envoyais du call d'email comme ça et tout. Donc toi, tu commences la partie finance, levée de fonds, tu prépares un deck, tu commences à. Et tu dois lever sur un deck. T'as pas d'expérience, t'as tes first time founder. Pas facile, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui. Avant ça, vous étiez allé chercher des prêts d'honneur auprès de réseaux. Ouais. Alors on a eu une subvention de la BPI, 30 000 euros. La BFT ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça c'est toi l'expert de ça. On a eu Wilco qui nous a soutenu à hauteur de 90 000 euros. Ouais, donc mais ça, Wilco, c'est arrivé. C'est un prêt d'honneur, mais c'est arrivé après qu'on ait fait la première levée de fonds. Ouais. Parce qu'en fait, Wilco. Et ensuite Wilco, t'as des batchs. Et en fait, si tu rates un batch, tu perds 6 ou 7 mois. Donc en fait, on savait même pas ce que c'était Wilco, tu vois. Genre, moi, en vrai, avant de commencer Gringotte, une API, je savais pas ce que c'était, tu vois. Oui. La BPI, tous ces trucs-là, mais je sais pas, tu vois. T'as un background un peu plus finance, toi. Ouais, j'ai un background finance. Et ça, je sais pas du tout ce que c'était, tu vois. Donc, tu lis beaucoup de choses et tu as l'impression... C'est assez difficile quand t'es du monde corpo. Et c'est quelque chose qui est très très mauvais, mais c'est très difficile d'accepter ton niveau d'incompétence. C'est-à-dire que tu connais rien de rien, alors qu'en fait... Tu viens d'un grand groupe, tu te sens fort. Et dans le grand groupe, on t'a appris dans le grand groupe à dire que tu savais évidemment, que tu vois ce que je veux dire, pas trop poser de questions, surtout quand t'es... Tu vois, il y a un niveau de questions que tu peux poser, mais il faut aussi que tu gardes un peu la phase de certains trucs et tout. En fait, là, tu connais rien de rien, et il faut comprendre qu'il faut aller parler à des gens en étant totalement inculte sur tous les sujets dont ils parlent, et accepter que tu connais rien de rien. Et ça, je crois que c'est un gros blocage de moi. Tous mes potes qui sont dans des grandes boîtes et tout ça, ils disent, en fait, le début, tu vois, les premiers jours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? T'as personne pour te dire, là, il faut que tu fasses ça. Ça, c'est super dur. Et alors, au début, t'as personne qui te dit, Andrea, aujourd'hui, il faut que tu fasses ça, c'est à toi de le faire. Et après, quand tu recrutes, c'est même les gens qui disent, Andrea, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est super dur de décider pour eux. Alors, j'exagère un peu, déjà, t'es en train d'apprendre, mais t'es déjà en train d'apprendre. Et les gens n'ont pas forcément conscience, tu vois. Et très souvent... Nous, ça se passe très bien dans l'équipe et on n'a pas de problème. Mais moi, quand j'entends des potes qui se plaignent de leur manager ou tout ça, je leur dis, mais en fait, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que le mec au-dessus de vous, lui aussi, il apprend. Et lui aussi, il ne sait pas forcément. Et en fait, il fait des erreurs et c'est normal, tu vois. Et sinon, tous les entrepreneurs auraient 65 ans parce qu'ils ont déjà une vie, une carrière derrière eux. Si tu veux que ce ne soit pas des gens qui apprennent. Et en fait, quand tu es entrepreneur, quand tu manages une équipe, en fait, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point t'es freestyle au début. Oui. Et les gens pensent que mais t'es entrepreneur. Mais non, en fait. En fait, il y a plus d'entrepreneurs. C'est tout le monde faire une fiche de paye, la première fois, tu fais on va mettre ça là et on verra ce qui se passe et on serre les fesses et on voit si ça passe, tu vois. Et en fait, ça, c'est un vrai mythe qu'il y a autour des entrepreneurs, dans les gens qui sont pas dans l'entrepreneuriat. C'est de penser que tu fais tout dans les règles au début, que dès que tu as un sujet, tu demandes à un avocat et tout. Non, c'est pas vrai, tu vois. Et ce qui est cool, tu vois, et c'est ce qui fait que tu sors tout le temps de ta zone de confort. Et après, si tu veux, quand tu relativises énormément les problèmes pro par rapport à d'autres. Je sais pas toi si ça te le fait aussi, tu vois, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Chaque step, tu découvres. Ouais, tu découvres des trucs. Et tu vois, quand tu as un problème, ce qui se passe dans ta boîte et tout, au début, tu vois, c'est chaud et tout. Et en fait, quand tu dis que tu as des trucs comme ça qui arrivent tous les 2-3 jours, tu dis, ok, c'est pas grave, on va trouver, tu vois. Et moi, j'ai des gens dans ma team qui viennent me voir et qui disent, Andrea, t'as vu, il faudra qu'on fasse ça et tout. Et du coup, si on revient un peu sur le fil, donc dans les premiers mois, tu récupères une subvention de 30 000 euros. Ouais. Donc là, vous avez 40 000 euros, 50 000 euros sur le compte, mais vous fais rien avec ça. Vous dépensez rien. Non, parce qu'on se dit, en fait, en réalité, aujourd'hui, si tu veux recruter quelqu'un, ça va te coûter minimum... 50-55 000 euros sur l'année, c'est pas les 40 000. Tu flambes pas et tu as conscience qu'il faut aller lever des fonds. Je suis fils de contrôleur de gestion, donc il m'a appris à serrer, à faire attention à tout ce qu'on dépense, et même encore aujourd'hui, tu vois. Donc non, on fait rien du tout. Du coup, la première levée, elle arrive, on la finalise en décembre 2020 ou en novembre. Et tu immatricules la boîte quand ? En juin.
En juin. Ouais, en juin, le 6 juin, je crois, un truc comme ça. Enfin, on a le cabis, il est daté du 6 juin, donc on a peut-être déposé les trucs un peu avant. Et tu avais eu la subvention avant de lever? Ouais. Donc ça a été assez vite. On a eu la subvention avant de lever. Et ensuite, on a fait cette levée-là. De combien? 350 000 euros. Auprès de Business Angel. 12-13, quelque chose comme ça, je crois. Tu te souviens, t'as mis combien? T'as mis 6 mois à lever? Ouais, j'ai mis 6 mois à lever, en sachant qu'il y avait l'été au milieu dans lequel il se passe pas grand-chose. En fait, on a eu un premier BA très rapidement. Et ensuite, au début de l'été, on s'est dit trop bien, on a le premier, ça va aller vite. Et après, ça a mis vachement de temps. Parce qu'en août, il se passe plus rien. Et ça a mis ensuite septembre, octobre. Et ensuite, tu as un peu de temps avec tes avocats, faire tous les trucs qu'il faut et tout. Parce que tout n'était pas trop bien cadré dans ce qu'on a fait au début. Et donc, on a l'argent en décembre. Et on avait recruté nos premiers employés. On a commencé le recrutement en octobre en anticipant sur le fait qu'on allait pouvoir lever. Et on s'est dit, OK, on commence le recrutement. Et les gens sont arrivés, je crois qu'on a dû avoir l'argent même à la fin du mois de décembre, qui est arrivé sur le compte. Et nos premiers employés ont commencé début décembre. Donc, on pouvait payer le premier mois, je pense, un peu plus, mais sinon, voilà. C'était short. Mais ce qui est cool aussi, tu vois, et on est content d'avoir commencé comme ça. C'est le côté opération efficace. On y va, quoi. On a fait comme ça, et du coup, les gens sont arrivés. On a fait une vraie première vague. On a recruté 2 CDI au début et quelques alternants, parce qu'il y a pas mal d'aide autour des alternants. Quel type de profil? Un développeur front, enfin mobile, un product designer. Et après, des alternants pour travailler avec nous sur d'autres sujets, notamment com et en dev aussi. Dans TBA, tu as des gens qui t'ont aidé au début à structurer, qui ont été de bons conseils? Ouais, j'ai eu des gens qui nous ont aidés pour des recrutements. Alors, ils ne nous ont pas forcément mis en relation, mais expliqué 2-3 choses, comment ils voyaient les choses. Mais oui, carrément. Et ensuite... T'as pas eu une rockstar qui t'a dit, Andrea... Voici le chemin. Non, j'ai pas eu de rockstar. Je pense pas passer loin d'en convaincre une ou deux. D'entrepreneur. À part toi, évidemment. Mais non, j'ai pas eu de rockstar française qui passe à la télé ou quoi que ce soit. Non, dans le sens entrepreneur qui maîtrise vraiment ton sujet. J'en ai depuis, mais pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. T'es encore un peu dans le brouillard sur ce qu'il faut faire et tout ça. Ouais, carrément. Et après, tu vois, du coup, tu vois, moi, je considère aussi que chaque expérience est très différente. Donc, tu vois, avoir un mec qui te dit voilà ce qu'il faut faire, j'y crois pas trop. Un mec qui te dit regarde, voilà ce qui s'est passé pour moi, tu prends ce que tu veux. Et tu prends ce que tu veux. Mais tu vois, si un mec avait fait une néobanque verte 3 ans avant moi, il aurait peut-être fait totalement l'inverse de ce que j'ai fait. Beaucoup d'acquisitions payantes et tu te serais cramé. Donc voilà, on fait ça. Derrière, on rencontre 2-3 personnes 2 semaines après la levée qui nous disent j'aurais bien aimé vous rejoindre. Vraiment hasard. Donc on refait un tour, mais en BSAR cette fois-ci, parce que beaucoup plus simple. C'est là où je suis rentré, moi? Non, toi, t'es rentré au premier. On refait un tour en BSAR sur lequel on prend 200 000 euros. Et donc là, avec ça, on recrute un petit peu plus et on se dit là, on est bien pour lancer le produit. On trouve les partenaires qui sont nécessaires de trouver. Donc là, on est en janvier 2021. Ouais, le BSR, il s'étend un peu. Les premiers rentrent en janvier. 2021, vous êtes combien à peu près en juin 2021. 5-6 Non, plus que ça, parce qu'en fait, on a fait 5 recrutements à la base, mais avec 2 CDI et 3 ou 4 alternants. Je pense qu'on a une dizaine, 11 ou 12 peut-être, parce qu'on a recruté 1 ou 2 personnes de plus. Et ça nous emmène en juin. Et le produit sort quand? 1 an après. Juin 22. Ouais. Ok. Donc là, tu as une grosse phase, effectivement, de développement, des allers-retours avec des... De développement de la communauté. Ouais, de développement. Et tu as plein de choses à mettre en place parce que... Alors déjà, nous, on a eu un aller-retour sur un partenaire qui était le partenaire principal qui nous a fait... en fait, on s'est rendu compte après 4... banking, le core banking, on s'est rendu compte au bout de 5-6 mois que ça pourrait pas marcher avec eux. Le core banking, c'est un système qui te permet de créer une banque. Ouais, c'est ça, grosso modo, c'est l'acteur sans avoir à tout développer from scratch. Ouais, au début, je te disais que pour être une banque, il faut être un établissement de crédit. Donc pour pouvoir avoir un compte à la BCE, et donc tous les acteurs fintech qui ne sont pas des établissements de crédit doivent se plugger sur un établissement de crédit. Nous, on est plugué chez Arkea, par exemple, chez Gringot. Et en fait, tu as besoin d'un acteur qui fasse un peu le middleman entre les deux. Arkea qui était historiquement très actif dans l'écosystème startup, notamment fintech. Un peu changé, ils le sont toujours, mais peut-être un peu moins que quand Ronan y était. Et donc, tu as besoin d'un acteur qui fasse un peu le middleman entre Arkea et toi.
ou d'autres. Et en fait, on a cherché, on a essayé des trucs et tout. On a perdu 6 mois presque, voire peut-être même un peu plus, parce que en fait, on se rend compte que, en fait, le truc c'est que tu peux pas savoir si un acteur va répondre parfaitement à tes besoins avant vraiment d'avoir fouillé tout ce qu'il est capable de faire. Et pour ça, il faut déjà engager des temps de dev, parce que Là, il y a Swan comme acteur. ouais, c'est ça. T'as Swan, il y a Trésor en France qui est très gros, il y a PPS, il y a Solaris, il y en a plein. Il y en a de plus en Sopra, Banking Software. Ouais, gros, un peu différent, plus haut pour des gros, mais ils existent aussi. Des banques traditionnelles qui veulent se mettre au digital. Ouais, et puis t'en as plein dans toute l'Europe. Et donc voilà, et donc il nous a fallu 1 an parce que c'est du temps de développement, t'as du front aussi à faire. Là, vous avez fait une erreur. Vous êtes parti. Ouais, alors je sais pas si c'est une erreur, tu vois, on a cherché, et, tu vois, ouais. Test and learn, vous êtes parti avec un Presta, finalement ça l'a pas fait. Donc on a changé de Presta. Okay. Et en fait, du coup, tu as aussi un temps de validation de ton dossier parce que la CPR, la Banque de France, doit te valider. Et donc ça, c'est censé prendre 3 mois, sauf quand tu fais ça pendant l'été. Du coup, tu perds... Donc là, le cheminement, c'est que tu dois déjà montrer un POC. Alors, tu dois pas leur montrer un POC, tu dois leur décrire toutes tes procédures de conformité. Okay, ouais. Ça, toutes tes étapes de contrôle. Alors, j'ai un Head of Compliance aujourd'hui, mais c'est moi qui... il arrivait plus tard, donc c'est moi qui gérais ça au début, et c'était ma partie. T'as fait comment, clairement? Enfin, tu t'avais jamais fait ça? Non, t'apprends. Il y a des avocats, il y a des conseils, il y a des gens il y a des avocats, il y a des conseils. On n'a pas fait appel à des conseils à l'époque. J'ai des potes qui bossaient en banque, qui m'ont sorti des dossiers, qui m'ont sorti quelques dossiers. De toute façon, je ne dirais pas de nom ni de banque, faut pas qu'ils aient de problème, mais ils m'ont sorti des trucs et donc en fait, j'ai appris grâce à ça, j'ai regardé tout ce qui était fait. Et en fait, le problème, c'est que la Banque de France te dit pas quoi faire. Oui. La Banque de France, elle te dit montre-moi ce que tu fais. Et tu lui dis ok, mais qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi. Et tu lui montres un truc, elle te dit non, ça c'est pas bon. Oui, là du coup tu rentres dans des allers-retours. Voilà, c'est ça. Et en fait, même dans ces allers-retours, elle te dit pas trop pourquoi c'est pas bon. Et c'est à toi de corriger. Et parce qu'en fait, bon, c'est un jeu, c'est comme ça. Et je pense que c'est, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas ça fonctionne comme ça parce que la Banque de France n'a pas trop non plus envie que tout soit trop public là-dessus sur les niveaux de contrôle, parce que sinon, si un fraudeur connaît tous les niveaux de contrôle de quelqu'un, c'est facile de les contourner. Donc là, c'est sur le KYC. Donc c'est sur ce qu'on appelle le KYC. Donc quand tu crées ton compte, vérifier que toi t'es bien Aurélien, que Aurélien il est autorisé à ouvrir un compte de par le fait que tu sois pas fiché sur un truc, que tu rentres dans nos conditions générales, que tu sois pas un mineur par exemple ou ce genre de choses là. Et c'est aussi ce qu'on appelle le transaction monitoring. Donc tu sais, à chaque fois que tu fais une transaction carte ou un virement, en fait, tu as des contrôles qui sont faits par la banque pour autoriser l'opération, pour être sûr que tu vas pas financer du terrorisme ou des choses comme ça. Ouais. Donc en fait, c'est expliquer ça, c'est expliquer ton contrôle interne, comment tu vérifies ça. Donc là, tu te formes. Tu te formes et tu prends un dossier d'une 50aine de pages quand même. Et t'as mis combien de temps à valider le premier jour où tu as commencé sur cette thématique et là où tu as validé T'as eu l'autorisation? Ouais, ça a été. Alors en fait, l'autorisation, on l'a eu. Il n'y a pas eu d'aller-retour sur l'autorisation. Ils nous ont dit oui tout de suite. Enfin, ils ont dit oui au premier, mais ils ont mis 4 ou 5 mois à le dire, le oui, parce qu'il y avait l'été au milieu et qu'on sortait du Covid, donc des organisations. Et moi, j'ai commencé un truc comme ça. J'avais presque commencé à l'automne 2020, mes premiers trucs. Et on a eu une autorisation 1 an après. Okay. Mais il y a eu un dépôt de dossier en juin. En fait, j'ai dû vraiment m'y mettre en avril, tu vois. Avril 2020 2021. Juin 2021 dépôt. Avant même la création de la boîte? Non, la boîte c'est 2020. Ouais. Et du coup, on a déposé le truc derrière en juin et en octobre, je crois, ou fin septembre, on a eu le go, tu vois. Et ensuite, même derrière ça, on a pu lancer. On avait été un peu en retard sur des devs. Donc, même quand on a eu le go, on a eu encore un peu de temps pour finaliser des devs. Et on a pu sortir nos premiers comptes. Nous, chez Gangot, on a eu des premiers comptes en décembre 2021. On a fait un launch Friends and Family élargi communauté en avril. Et ensuite, en juin, au grand public, quoi. Donc, ouais, ça a été long. Mais c'est aussi ce qui nous a permis de construire cette communauté en parallèle et d'avancer de la façon dont on a fait, quoi. Et du coup d'apprendre ton métier, de recruter sur le tas, de recruter quelqu'un de bien meilleur que moi, qui lui maintenant a recruté une équipe aussi, parce que savoir qu'il est bien meilleur que toi, c'est bien quand même de comprendre un peu et d'avoir mis les mains dans le cambouis. Carrément, il faut que tu comprennes un peu. Après, l'idée c'est aussi que tu fais un peu confiance au CV, tu parles à des gens avec qui travaillaient avant aussi pour savoir un peu ce que ça donnait, clairement. Mais c'était un recrutement qui a été compliqué à faire, qui a été un des plus longs qu'on ait fait. Parce que quand tu travailles en conformité, en général,
Alors, KI, c'est un peu différent, mais en général, c'est quelqu'un qui aime pas trop le risque. Et donc, tu vas pas travailler dans une startup qui vient de naître. Tu préfères être dans un... Et donc, moi, beaucoup de gens que j'ai essayé de chasser et tout ça, ouais, mais bon, je sais pas trop ce que ça va donner, votre produit, il est même pas lancé et tout ça. Ça m'intéresse, mais voilà, là, j'ai 12 semaines de congés payés dans ma banque et tout, tu vois. Donc, mais bon, j'ai trouvé Caïs qui est très bien pour ça et je pense qu'il est très content d'être avec nous, quoi. Ok, c'est le plus gros profil en conformité, ouais, c'est le head of conformité. Dans la boîte Ouais, on a des gros profils dans la boîte aussi, mais il est au niveau de seniorité le plus élevé en dehors des fondateurs. Ouais. Et voilà, donc il y avait aussi un service de Customer Care à créer, parce qu'aujourd'hui, notre Customer Care, il répond à des tickets, mais pas que. Comme on est très community-led growth, comme je le disais, il interagit beaucoup aussi. On envoie énormément de mails, énormément de communication à notre communauté. Et en fait, les gens répondent et c'est le Customer Care qui va s'en servir pour essayer de stimuler, d'exciter un petit peu le referral et inciter les gens à partager et à faire ces choses-là. Et donc, il y avait cette équipe-là aussi à mettre en place. Et ça, ça a été mon travail aussi, pendant que, une fois la levée de fonds faite, une fois les sujets Maud sur l'acquisition, le marketing, Fabien sur la tech avec son équipe, et moi, comment je structure la conformité et le service client, quoi. Ça, c'était mes deux gros trucs. Et depuis, il y a des personnes qui s'en occupent, que je supervise de moins en moins et qui font un super taf. Mais je suis pas sur d'autres sujets. Et ça, ce qui est cool aussi, c'est que quand tu es fondateur... Il y a un truc que j'aime bien, c'est que tu changes un peu de travail tous les 6 mois. Ça, c'est assez cool. Alors, parfois de manière subie. Ouais. Parce que tu t'en rends pas compte qu'il faut changer. Ouais. Parfois de manière subie. C'est quoi les étapes en termes de mindset que toi, tu as vécu, justement, ces changements où tu t'es dit, bon, là, je suis peut-être un peu dans le dur, il y a peut-être quelque chose à modifier, ça passe peut-être par un recrutement. Ouais, en fait, c'est super dur de te dire que ton temps est précieux. Et en fait, moi, je me suis souvent dit que je peux le faire, donc je recrute pas. Ce qui est en fait un peu bête, tu vois, parce qu'en fait, tu peux dire, ok, je peux le faire et je sais le faire, mais si je mets quelqu'un à ma place, moi, je peux faire autre chose qui a plus de valeur. Et ça, c'est très, très dur, je trouve. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir me dire ça. Je suis toujours là-dedans. Ouais, et c'est con, tu vois, des fois, je fais des tâches qui ont pas trop de valeur et je me dis, mais en fait... il faut que je mette quelqu'un pour les faire, tu vois. Et comme je me dis que moi je vais le faire en 40 secondes et que si je recrute quelqu'un ça va mettre plus de temps, il faut réussir à faire autre chose. Enfin, et voilà. Et du coup, c'est très dur de faire ça et te dire en fait de faire les choses que personne d'autre que toi pourrait faire. Et puis c'est épuisant aussi de faire ça parce que ça veut dire que tu es perpétuellement en dehors de ta zone de confort, ce qui fatigue aussi nerveusement. Tu vois. Et puis ce qui est paradoxal avec ça, c'est que pour justement sortir de ça sur une tâche, tu dis 1 fois, 2 fois, 3 fois, bon, je vais peut-être recruter quelqu'un, bah, ça nécessite de, entre guillemets, comprendre la chose déjà. Et passer du temps à former cette personne. Ouais. Donc il y a une période où on perd du temps d'une certaine manière plus t'attends, avant d'en regagner. Ouais, et plus t'attends, et plus t'accumules de choses et donc plus t'as de choses à transmettre. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir fait une documentation qui soit ultra claire le plus possible. Mais en fait, quand tu fais un truc seul, tu vois, j'ai recruté quelqu'un en finance qui est arrivé en juin-juillet pour s'occuper de la... Quand je dis finance, c'est vraiment la partie gestion, compta, admin de la boîte et KPI et tout ça. Et en fait, comme il n'y avait que moi dessus, il y avait 0 doc, quoi. Et donc j'ai passé 2 semaines presque full time à tout documenter, à faire tout le truc et tout, parce que bah, tu te dis à un moment que tu dois préparer un jour... Enfin, tu dois te dire, si je veux pouvoir prendre des vacances, il faut que je puisse partir et que la boîte tourne sans moi. La gestion de la paye. La gestion de la paye, il y a quelqu'un qui est arrivé aussi, mais je l'ai fait on passe par Payfit. Ouais, ça soulage bien. Mais il y a quelqu'un qui le fait, mais pareil, tu vois, je faisais tout et son onboarding était un peu long. Pas de sa faute, mais de la mienne, parce qu'il n'y avait rien, tu vois, il n'y avait rien du tout. Et ça se prépare, quoi. Ça, moi, je sais que c'est typiquement l'un des sujets que j'ai eu le plus de mal à déléguer. Toute la partie compta, admin, tu as accès au compte en banque, tu as accès... Je suis le seul à faire les virements encore, ça, il n'y a que moi qui l'ai fait. Mais parce que sur Payfit, c'est que vous avez, pour le droit de... tu sais, je fais un fichier XML là, que je mets sur le compte en banque. Enfin, voilà, tout le monde, il y en a plein qui ont leur carte bancaire pour faire des dépenses, tout ça, mais faire un virement et tout ça, ça pour le moment, je le garde. Je sais pas jusqu'à quand, mais pour le moment, je le garde. Parce que du coup, c'est une question de confiance. Et enfin, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal, j'ai pris beaucoup de temps à trouver la bonne personne. Je sais pas si c'est une question de confiance. Je sais pas, mais un jour, il faudra que je le fasse. Mais pour le moment, c'est chez moi et on verra, quoi. Du coup, là, on arrive à la fin du mois. Ouais, c'est déjà payé. J'ai payé avant. Je paye tôt. J'avais plus beaucoup d'argent ce mois-ci en plus, donc ça m'a arrangé.
super. Et du coup, c'est quoi là les apprentissages que toi tu peux en retirer de ces la société elle a quoi là 3 ans et demi 3 maintenant. ans et demi. Énormément de choses. Vous êtes live depuis 1 an et demi. Ouais, c'est ça, 1 an et demi. 20 000 utilisateurs en 1 an et demi. Ouais. Et payant aussi, c'est des utilisateurs payants, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous différencie, c'est que le compte est à 6 euros. Tout le monde paye. Donc, quand je te dis 20 000 utilisateurs, c'est 20 000 personnes qui payent. Et nous, contrairement à d'autres acteurs qui disent ouais, nous, on a ouvert 150 000 comptes depuis le début, mais en fait, on a 130 000 comptes churnés. Nous, ça ne nous intéresse pas. Et clairement, en MRR, là, tu as combien en MRR, on fait plus de 120 130 000 euros de MRR. Donc, c'est très cool, on est très contents. Et ça continue de croître tous les mois très fort. Et du coup, pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Énormément de choses. Clairement, les journées sont intenses, tu vois. Vraiment, j'ai des potes qui travaillent plus tard que moi, qui travaillent plus d'heures que moi. Mais le niveau d'intensité dans mon taf, je suis fatigué le soir, vraiment, quand je finis, quoi. Et genre, je peux même plus boire d'alcool en semaine, parce que le lendemain, tu vois, hier soir... Là, on enregistre, il est tôt. Hier soir, j'ai vu des potes et je me dis je bois pas d'alcool parce que sinon demain je suis fatigué et je peux pas me le permettre parce que tu dois prendre plein de décisions et c'est vachement dur en fait de trancher souvent sur des sujets dont t'as pas une maîtrise totale. T'as des gens qui viennent te voir dans la team, Andrea, là on peut faire ça ou ça, qu'est-ce que t'en penses ? Sauf que eux, ils ont passé 3 heures sur chacune des 2 options à les creuser et toi tu dois décider en très peu de temps parce que soit parce qu'il faut aller vite, soit parce que tu n'as pas le temps de repasser les 3 heures qu'eux ont passées. Et ça, c'est super dur de prendre autant de petites décisions tout le temps. C'est quelque chose de pas facile auquel je pense que tu t'habitues. Je pense que je le fais plus facilement qu'avant. Mais vraiment, ce que j'ai appris, c'est que déjà, il faut faire des choses. Il faut tester et avancer, on verra ce qui se passe. Et tant pis si ça casse, pas avoir peur de se tromper. Ce qui est un truc qui est pas forcément... De se remettre en cause et de faire machine arrière. Ouais, de se remettre en cause, c'est super important. Et tu vois, des critiques que tu peux avoir aussi, tu peux recevoir. C'est comme nous, on est très présents sur les réseaux aussi. Il y a des fois où on voit des choses... Les gens sont dans 98% du temps très très bienveillants, mais des fois tu te fais critiquer parce que... je sais pas, il y a un truc que t'as dit, que t'as fait qui n'a pas plu à quelqu'un, parce que t'as fermé le compte de quelqu'un pour des raisons de conformité, il va te défoncer sur Trustpilot en te disant que t'es un voleur, tu vois, des trucs comme ça. Et plein de choses comme ça, et du coup encaisser et te dire ok c'est pas grave, et regarder vraiment ce qui va bien en fait. Et tu vois, être entrepreneur, je crois que c'est vraiment être optimiste, parce que si tu regardes tout ce qui va pas bien, ça fait peur énormément, mais par exemple tu n'as plus envie de te lever le matin. T'as plus envie de te lever le matin, tu te dis putain merde là, on a trop cramé ce mois-ci, la dernière campagne elle a pas marché, le produit ça fait 1 mois qu'on aurait dû sortir les features, elle est toujours pas là, il y a un mec qui veut plus travailler avec lui parce qu'il trouve que c'est un con, je sais pas quoi, tu vois. Et en fait si tu regardes ça, tu te dis putain mais c'est la merde quoi. J'ai mon IDOF qui est malade ou tu vois, il y en a un qui habite à Paris mais qui veut déménager parce que il a quitté sa meuf et que du coup il veut changer d'air et tout, mais en même temps tu veux qu'il reste dans la boîte, tu vois, que des trucs comme ça. Et si tu penses qu'à ça, tu te dis putain mais on s'arrête quoi, stop. Et par contre tu regardes que ça va bien, tu vas voir les avis des gens sur les stores, tu vas faire un petit tour sur le chat, tu vois que dans l'ensemble les gens sont contents, et ça te redonne vachement de sourire, et tu dis bon ok on continue, la mission est belle de ce qu'on fait, et ça c'est très important. Et le fait d'être 3 aussi, parce que si tu entreprends seul, c'est très très dur, tu vois, genre t'as des gros moments de down et t'as besoin des autres pour te remonter un peu quoi, c'est très très important. Ouais, moi je suis seul associé. Ça doit être très dur. Après moi j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs comme toi qui créent un produit nouveau, qui créent un métier qu'ils ne connaissent pas à la base. Donc moi la chance que j'ai c'est que j'exerce un métier que je connaissais initialement. Mais effectivement je me retrouve dans tout ce que tu dis. Je sais pas si par rapport justement à cette intensité en tant qu'entrepreneur que tu as découvert et que tu es maintenant de plus en plus à l'aise avec cette gymnastique au quotidien, est-ce que tu pensais avant de lancer la boîte que ça serait aussi intense ? Ouais, alors en fait, tu vois, je pense que si tu sais à quel point c'est dur, tu le fais pas. Tu vois, quand tu vois, c'est comme quand tu fais une rando, que tu vois le sommet de la montagne, tu te dis putain, je vais pas le faire quoi. Alors que si tu la vois pas, tu dis écoute, on avance, on verra ce qui se passe. Et en fait, je pense qu'on s'est pas trop posé de questions quand on a commencé, parce que en vrai, moi j'avais envie de changer, j'ai envie de faire autre chose. C'était le Covid, on s'est dit écoute, on voit et on avance et on voit ce qui se passe, tu vois. Et si quand on a commencé, tu m'avais dit qu'on n'aurait pas un produit live avant encore 2 ans,
Je te dirais non, c'est mort, on n'y va pas, tu vois. Et en fait, le fait de ne pas voir ce qu'il y a devant toi, je pense que ça facilite les choses. Et est-ce que je pensais que ce serait si intense je sais pas si je me posais la question. En fait, je savais que ce serait dur, tu vois, mais je sais pas si j'attendais les difficultés au même endroit que ce que je les ai trouvées, tu vois. Finalement, c'est pas mal, je pense, de pas trop se poser de questions, quoi. Au Ouais, bout je d'un pense. moment, Je pense, ouais. il faut y aller Ouais, ouais, ouais. et on verra sur le chemin. Ouais, je pense que tu vois. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Encore une fois, moi, je donne souvent un truc, c'est que, écoute, moi, je te dis ce que j'ai fait, je te raconte mon histoire, je te dis ce qui a marché pour moi. Et peut-être qu'il y a des gens très différents qui vont être totalement en opposé. Et peut-être que je te dis de faire bleu et en fait, tu vas faire rouge et que rouge, ça va bien marcher. Mais moi, en tout cas, je pense qu'il faut pas trop réfléchir quand tu fais toutes ces choses-là parce que t'es paralysé en fait. Tu vois, si tu te poses des questions, si tu dois choisir A ou B, alors si je fais B, c'est ça, mais peut-être que A, bah, vas-y, on verra ce qui se passe, tu vois. Parce que sinon, tu choisis pas, t'attends et tu reviens en arrière et tout ça. Et des fois, on dirait qu'est-ce qu'on fait sur cette feature-là ou qu'est-ce qu'on met le bouton du logo et tout. Pour le moment, on n'a pas les moyens d'AB tester tout ce qu'on fait, clairement. Un jour, on le fera. Mais vas-y, faites un truc, on s'en fout, choisis et avance, quoi. Et voilà, quoi. Par rapport à ça, là, aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à ta vie perso, en termes d'ambition, de rêve, de ton quotidien? De vie perso, on en parlait un peu avant, j'arrive pas à prendre beaucoup de vacances pour le moment. J'arrive à prendre quelques jours et tout ça, l'été, et là je vais prendre quelques jours à Noël sûrement. J'arrive déjà à ne plus travailler tous les week-ends, ce qui m'arrivait pas avant. Alors je fais pas 15 heures de travail sur le week-end, mais quelques heures, ça, oui quand même. Donc déjà c'est cool. Et en fait le truc c'est que je pourrais me dire que maintenant, les jours où je suis en vacances, ça tourne, clairement, la boîte tourne et ça c'est très très cool, mais j'ai des trucs que je veux faire avancer et donc je suis obligé de toujours être là. Tu me disais justement que cet été, t'as pris 5 jours de congé. Ouais. Là on est fin octobre, début novembre. Ouais. On peut comprendre que voilà, le rythme est assez intense. Ouais, le rythme est intense, il y a toujours des trucs à faire. Et tu vois, en vrai, moi je considère que en fait je kiffe aussi ce que je fais, tu vois, genre le matin quand je me lève, bon, le réveil quand il sonne, mais j'ai pas mal au ventre comme certains peuvent avoir, je suis content de faire ces choses-là et il y a toujours des trucs que j'ai pas trop envie de faire, mais il y en a pas beaucoup, tu vois, c'est vraiment dans l'ensemble, je suis bien dans tout ce que je fais et ça te porte aussi vachement. Après, je pense pas que je serais capable de faire ça 10 ans encore dans ma vie. À ce rythme-là, à ce en tout cas. rythme-là, clairement. J'ai toujours envie, j'entreprendrai toujours, tu vois, je sais pas ce qui se passera à Gringotte, qu'un jour on vende ou qu'un jour ça s'arrête ou quoi, je referai sûrement quelque chose derrière parce que j'adore ça et je me vois pas faire autre chose à un moment. Mais je ferai les choses un peu différemment, sur un rythme autre. Et puis aujourd'hui, mes rêves, ça dépend si on parle de rêve pro, de rêve perso, mais tu vois, sur un point de vue pro, c'est que Gringotte devienne le plus grand possible et que moi, je puisse avoir vraiment des gens sur lesquels je puisse me reposer à 100% et me mettre sur des sujets un peu annexes, tu vois, à Gringotte, développer des nouveaux produits, développer une vraie plateforme d'investissement comme c'est notre objectif en parallèle qu'on commence à faire avec l'assurance vie, les livrets et d'autres, mais vraiment ne plus du tout avoir à m'occuper du quotidien, tu vois, de plus du tout, c'est de moins en moins le cas, hein, mais vraiment de pouvoir laisser réfléchir à la strate, et ça pour le moment j'ai encore trop peu de temps dans ma journée pour le faire et je suis encore très souvent à résoudre les problèmes de demain et pas à ceux d'après-demain. Ou d'hier. Ouais, ou d'hier, ouais. Donc ça, ouais, je sais pas si on peut dire que c'est un rêve, hein, c'est un peu fort comme mot, mais c'est mes objectifs et mes ambitions. Je reviens un peu justement sur Gringotte, ensuite on enchaînera sur effectivement tes rêves, ouais. Ton historique d'enfance, etc. Là j'avais une question par rapport à la notoriété du coup que vous commencez à développer, ouais. Et qui devient de plus en plus forte. Est-ce que ça te rajoute pas d'une certaine manière un peu plus de poids sur tes épaules? Tu l'évoquais tout à l'heure, quand tu peux avoir des mauvais commentaires ou quoi, plus tu deviens connu, plus la marque devient connue, plus finalement toi, en tant que personne physique,
tu te dois d'être exemplaire sur finalement tout ce que tu peux mettre en avant. Ouais, alors T'as conscience, t'as Ouais. une évolution là-dessus Je pense que ça pèse surtout sur Maud, parce que c'est elle est vraiment beaucoup plus que moi qui est présente sur les réseaux sociaux. Moi, je publie pas grand-chose. J'essaye d'être plus actif sur LinkedIn, même si là, j'ai pas trop eu le temps récemment. Mais sur des réseaux plus perso, moi, je publie absolument rien, et donc j'y suis pas. Mais c'est vrai que ça pèse, en fait, de dire que, en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui nous donnent notre avis pour plein de choses. Des choses dont on n'a pas du tout idée, tu vois. Genre, on est sollicité des fois sur LinkedIn pour des sujets politiques, tu vois. J'ai pas d'avis en fait, tu vois, et c'est marrant parce que les gens s'attendent à ce que tu aies un avis sur tout, et moi j'ai pas de problème à dire en fait, j'ai pas regardé, tu vois, j'ai pas un niveau d'information plus grand que toi, donc je sais pas. Et donc ça c'est quelque chose sur lequel moi je suis totalement ok de dire. Après c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité aussi pour intervenir sur des conférences, sur des plateaux télé, à la radio et plein d'autres choses, et ça ça fait partie du jeu. C'est pas facile tous les jours, notamment pour Maud comme je disais, qui elle est énormément sollicitée, qui reçoit je pense peut-être 50 messages par jour sur LinkedIn, et qui quand elle répond pas des fois se fait insulter. Mais bon, c'est voilà, je regarde même plus en fait parce qu'il y a trop de choses, et voilà, en fait c'est aussi t'es facilement plus impacté par les gens qui disent que t'es un con que par les gens qui disent que t'es bien. Et en fait du coup faut juste dire, en fait, pour la personne qui dit que t'es un con, t'en as 15 qui ont dit que ce que tu fais c'est très bien, et c'est sur ça qu'on essaie de se focus, tu vois. Puis pour des fois on a des critiques qui sont tellement ridicules que ça nous fait rire, et en interne on se marre sur ça, tu vois. Donc, c'est sûr qu'une critique psychologiquement surtout qu'en fait elles vont souvent sur les personnes, les critiques. Ouais. Et ça c'est pas facile. Il faut un certain temps avant de s'habituer, de mettre ça sous le tapis, mais effectivement on a 2-3 haters sur LinkedIn la bienveillance sur LinkedIn et les réseaux, on en a 2-3 sur LinkedIn qui vont commenter tout ce qu'on fait, et du coup ils s'embrouillent avec des gens sur le truc, et ils insultent même les gens. Le reach, tu me diras. Ouais, ça augmente le riche, donc nous on les laisse et tout. Et tu vois, du coup ce qui est cool, c'est qu'en fait maintenant il y a des gens qui sont de la communauté qui vont défendre Gringot ou qui vont défendre ce que nous on fait, et les mecs vont s'embrouiller, ils s'insultent. Enfin, je crois qu'il y en a qui ont voulu porter plainte contre un mec et tout. Ah oui, ça va loin. Ouais, il y en a qui sont un peu. Après, vous êtes sur un segment où on touche un peu la corde sensible, hein, les finances perso. Tu touches les finances et tu touches l'écologie. Et l'écologie, tu as des gens qui ont vécu comme ça. C'est souvent des hommes vieux, clairement, qui ont toujours vécu comme ça depuis 50 ans, et qu'en fait ils disent que t'es un petit con et que t'y connais rien, et que voilà, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, on s'amuse de ça. Ça marche. Maintenant, on va revenir un peu sur toi, Andrea, qui es-tu? Tu as quel âge déjà? C'était quoi ton enfance? Tu viens de quel milieu? Et voilà, tu étais bon étudiant. Comment tu as évolué? Moi, j'ai 31 ans. J'ai grandi à côté de Marseille, à Istres. Je sais pas si tu connais, mais c'est pas une ville dans laquelle il se passe pas grand chose. Ouais. Voilà. Je suis né à Nice. Mes parents sont ma mère de Corse, mon père du coin de Nice. Et j'ai vécu mes 5-6 premières années. Ganovelli, c'est corse. C'est du côté de mon père, donc c'est italien. Ouais, italien. Mais ma mère est corse aussi, de Porto-Vecchio. Donc j'ai eu la chance d'y passer pas mal d'été, ce qui fait rêver beaucoup de monde. Alors que moi, j'allais juste chez ma grand-mère. Qui habitait pas très loin de la plage en plus, donc c'était cool. Et donc du coup moi j'ai grandi à Istres, donc ma mère était prof d'italien, parce que ma mère est aussi italienne en fait. Enfin, bon, c'est compliqué, mais voilà. Tu parles couramment italien? Même pas. Non. Il faudrait que je m'y mette. C'est pas un prochain pays après la Belgique? Si, pourquoi pas, mais en vrai il faudrait que je m'y mette, parce que ma mère elle a appris le français à l'école, vraiment c'est l'italien, sa langue maternelle, et je l'ai pas appris, mais il faut que je l'apprenne. T'as des frères et sœurs? J'ai un frère qui est plus jeune que moi, qui lui parle mieux italien, parce qu'il a pris italien à l'école alors que moi j'ai pris espagnol. Donc t'étais l'aîné. J'étais l'aîné. Ouais. Donc j'ai grandi à Istres. Ma mère donc était prof d'italien, mon père il travaillait à Auchan, dans l'Auchan du coin en tant que contrôleur de gestion. Du coup, tu me disais milieu social, je dirais classe moyenne, tu vois, rien d'extravagant. Mais quand même. Tes parents n'ont pas forcément fait des études Non. Ma mère, elle a une licence, et mon père aussi, je crois. Donc ils ont fait des études, mais ils sont pas allés jusqu'à un master. Pas entrepreneur? Non, pas du tout entrepreneur. J'ai un entrepreneur dans ma famille, un des frères de ma mère, en Corse, du coup, qui est dans le bois. Et je pense que j'ai toujours aimé parler avec lui, et ça m'a motivé. Dans le bois? Ouais. La gestion des forêts ou Non, alors menuiserie et dépôt de bois. En fait, c'est une entreprise qui avait été créée par mon grand-père.
initialement, qui avait fait faillite plusieurs fois. Ah, on dit souvent, ça saute de génération. Ouais, mais là, du coup, c'est mon grand-père, en fait, c'est des Sardes, de Sardaigne, qui sont arrivés en Corse, qui avaient créé ça en Corse. Et ça marchait pas trop bien à son époque à lui. Et c'est mes 2 oncles, parce que ma mère a 2 frères, qui l'ont repris, et surtout un. Et je crois que ça m'a toujours attiré, en fait, l'entrepreneuriat, de voir un peu. Ouais, t'as hérité cette fibre un peu du grand-père. Même si rien à voir par rapport à ce que je fais aujourd'hui, j'ai toujours voulu, tu vois, faire ça. Et donc j'allais travailler l'été sur les chantiers avec lui et tout, et moi je portais les planches de bois, il était dans son bureau, donc moi je vais être dans le bureau aussi, tu vois. Et du coup classe moyenne d'un point de vue financier. Après, tu vois, d'un point de vue culturel, clairement moi j'ai eu un vrai choc en arrivant à Paris et en rencontrant des gens qui ont grandi à Paris. En fait, le gap qu'il y a entre ton exposition à la culture. Ça, c'était quand ? Moi, je suis arrivé à Paris, j'ai fait un stage à Paris quand j'avais 20 ans, tu vois. Mais même en arrivant en école de commerce, tu vois, je suis arrivé j'ai fait un IUT à Aix-en-Provence. Ensuite, je suis allé à Grenoble et ensuite à Paris pour un stage. En DUT, t'as fait un bac J'ai fait un bac S. J'ai fait un DUT GEA. Et ensuite, je suis allé en école de commerce à Grenoble. J'ai fait 2-3 échanges. Enfin, je suis allé école d'ingé, non, ça t'attirait pas après un bac S? Non, j'aurais pu, tu vois, mais en vrai, j'aurais pu. J'avais pas d'ingénieur. J'avais pas la fibre business, quoi. Ouais, j'avais pas d'ingénieur dans la famille, tu vois. Donc je dis c'est pas pour moi, tu vois. Ni la médecine, je me suis jamais posé de questions, le droit et tout. Et en fait, tu vois, je me suis vraiment rendu compte du gap culturel qu'il y avait à Paris ou dans des grandes villes par rapport au sud de la France. Et t'avais déjà un peu cette idée d'entreprendre. Ouais, j'ai toujours voulu entreprendre. Ouais, j'ai toujours voulu entreprendre. Mais tu vois, genre à Istres, c'est une ville, il y a rien. Tu fais du foot. Et genre moi j'allais jouer au foot 5 soirs par semaine, tu vois, je jouais beaucoup au foot et le week-end j'allais au foot et je faisais que du foot. Et genre niveau. Ouais, enfin ça va, tu vois, mais tu vois, il y avait pas de musée, tu me disais tout à l'heure que tu voulais faire du piano, alors il y avait un conservatoire, mais bon, ils étaient 4 à aller dans le conservatoire, tu vois, et en fait rien. Et en fait tu te rends compte quand tu grandis que tu as des gens, tu vois, quand tu arrives en école de commerce, que tu as des gens qui te disent que eux ils font des rallyes, trucs comme ça. Tu dis qu'est-ce que c'est un rallye? Enfin, pour moi c'est une course de voiture, tu vois. Et ils disent non, c'est tes parents ils te mettent ensemble sur un peu la bourgeoisie catho et tout ça, ils te font te rencontrer. Et moi je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Et j'étais un peu. Tu vois ce dont je parle ou pas? Et moi je découvre ce truc là et je dis mais qu'est-ce que c'est ça, tu vois? Les soirées où on fait rencontrer c'est ça, quoi. Les enfants, c'est ça. Et moi mais j'étais loin de ça quand t'as dit rallye. Moi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces trucs, tu vois? Et en fait tu te rends compte que t'as pas forcément vécu alors vraiment je me parle plein de mon enfance, c'était à refaire, je referais exactement la même et je suis très content de ce que mes parents m'ont offert, mais tu te rends compte vraiment qu'il y a un vrai gap et que t'as pas vécu la même chose que tout le monde. Et pourtant vraiment j'étais pas en cité ou quoi que ce soit, vraiment un pavillon, c'était très cool, on avait même une piscine, tu vois, mais tu te rends compte que c'est très différent et que t'as tous ces gens-là, en fait, ils ont un réseau déjà depuis le début et ils sont allés dans les mêmes écoles, ils ont fait les mêmes choses et tu vois, quand j'ai dû lever des fonds, en fait, sans réseau, sans rien, c'est plus difficile, quoi. Et donc voilà, mais moi du coup j'ai beaucoup apprécié ce monde-là dans lequel je suis rentré en école de commerce, c'est de vraiment de combler un peu ce retard, tu vois. T'as eu des anecdotes un peu ouais, tu vois, quand je suis arrivé à Grenoble, moi j'avais les cheveux presque rasés, j'avais un fort accent du sud et tout ça, et on me prenait un peu, tu vois, pour le Marseillais, tu vois, j'allais au stade de l'Odrome quand j'étais plus jeune et tout, tu vois, et un peu un choc. Un peu, quoi. Ouais, j'ai dénoté un peu, tu vois. Tu t'es senti un peu, j'ai pas les codes. En vrai, les gens m'ont pas exclu. À aucun moment, mais moi je me suis peut-être un peu, alors ça j'ai vite tout fait pour gommer le truc, tu vois, mais sur les premiers mois je me suis peut-être un peu mis des barrières en mode je sais pas, je comprends pas tout leur code, tu vois. Dans les croyances limitantes. Ouais, exactement. Et ça en fait c'est un vrai truc qui du coup j'essaye de défacer, mais en fait t'as toujours encore un peu ça? Peut-être un petit peu au début, peut-être encore un peu, mais tu vois le truc de ça c'est pas pour moi, tu vois, ou ça c'est pour les autres, tu vois. Depuis, t'as accompli des choses. Ouais, mais et tu vois, j'essaie de moins en moins la voir. Maud, par exemple, tu vois, elle, au contraire, elle est vraiment. Elle est décomplexée. Ouais. Elle a une famille avec des histoires extraordinaires dans sa famille, sa grand-mère notamment, enfin, une histoire de ouf. Genre, c'est la 7e fille d'un berger en Iran, un truc chelou. Elle est partie aux États-Unis, elle a fait fortune dans l'immobilier, enfin, un truc de ouf, quoi. Et en fait, elle a eu cet exemple-là qui fait qu'en fait, tout est possible. Ouais. Et moi, j'ai pas eu autant d'exemples dans ma vie. Alors, je te dis, j'ai un oncle entrepreneur, mais c'est pas Bill Gates, tu vois.
Et j'ai pas eu assez d'exemples, tu vois, en fait, de dire, ok, c'est pour moi. En fait, moi, on m'a dit, bah, en fait, C'est possible, ouais. dans ta vie, tu vas être cadre et ça va aller, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est le pouvoir de l'exemple, c'est super important et c'est peut-être le truc le plus important. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de monde de dire, tu peux le faire, regarde lui, il est comme toi, il l'a fait, tu vois. Et tu vois, c'est un peu le sujet très souvent que moi je trouve très intéressant, tu vois, sur les quotas, tu vois, de femmes dans les boards, dans les trucs. À la base, je trouve que c'est une idée débile parce que tu mets les meilleurs là où ils sont meilleurs. Mais en fait, si tu veux que les petites filles elles aient envie de faire ça, il faut qu'elles aient des exemples, tu vois. Et ça, c'est des sujets qui sont passionnants. Et je trouve que le pouvoir de l'exemple, c'est le meilleur truc que tu puisses avoir. Et j'ai pas eu masse d'exemples en fait. Je pense autour de moi quand j'étais petit. Et tu vois, autour de moi, les gens, bah, ils faisaient pas trop d'études. Et tu vois, mes potes, ils ont. Donc, premier gap, premier choc culturel, école de commerce. Ouais. Également, quand tu vas à Paris, etc., tu rencontres Ouais, tu vois, des gens moi, genre, quand j'ai fait différents. mon premier stage à Paris, j'étais allé 2 fois à Paris avant dans ma vie, tu vois. Genre, j'ai jamais vu la Tour Eiffel. Ouais. Avant mes. Je crois que j'ai vu la Tour Eiffel la première fois que j'avais 20 ans, tu vois. Et ouais, c'est. Ouais, c'est beau ça. Ouais. Et ouais, tu me dis, t'as encore un petit peu ce ressenti, mais vu que tu le connais, t'as appris à vivre avec. Ouais, j'essaye de passer outre autant. En fait, j'arrive maintenant à me dire, ok, là, t'es en train de réfléchir comme ça, essaye de. Tu vois, de pas l'avoir, quoi. Dans tes croyances limitantes que tu peux porter de ton enfance ou quoi, tu vois d'autres exemples de ce type-là? Bah, tu vois, au début, quand tu dois lever des fonds, par exemple, tu vas pas forcément voir les meilleurs fonds parce que tu dis que ces fonds-là, ils sont pas pour toi. T'oses pas, tu dis je vais me cramer. Ouais, t'oses pas aller parler à des mecs qui sont les boss de leur domaine parce que tu dis, ah, mais ça sert à quoi? T'as eu Kima au début? Non, j'ai pas eu Kima, non. Il est pas. Non, il est pas au okay. Capital Kima. Mais tu vois, t'oses pas aller parler aux meilleurs parce que tu dis, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi, ces gens-là, tu vois. T'oses pas recruter aussi. J'irai peut-être le voir, mais plus tard, ouais, quand je serai plus aguerri. Et même sur tes recrutements, t'oses pas aller parler à des top profils parce que tu dis, mais en fait, ces gens-là, ils ont rien à faire avec moi, tu vois. Moi, je recrutais des gens. Alors, c'est pas le cas, je suis très content de mon équipe, tu vois, mais au tout début, on s'est dit, bah non, lui, regarde, là, il est dans telle boîte et tout. Non, il va pas venir bosser avec nous, il y a aucun intérêt. Et ouais, ça a été un truc, ouais. Et est-ce que c'est quoi les moyens du coup que tu as trouvé, les ressources, je sais pas, la famille, d'autres entrepreneurs, des amis, d'autres entrepreneurs, ouais, clairement. Il y en a plusieurs qui m'ont aidé et que du coup c'est important en vrai, je trouve, parce que il y a que eux finalement qui peuvent vraiment comprendre ce que tu fais. Tu vois, quand tu vois tes potes qui font pas la même chose, t'as beau leur raconter tes histoires et tout, ils comprennent pas forcément ce que tu vis au quotidien. Et il n'y a que d'autres entrepreneurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis très pote avec plein d'entrepreneurs. Certains qui sont... Tu l'as créé comment ton réseau Ça se fait vraiment comme ça. Depuis que tu as créé Gringot ou t'as déjà Non, depuis que j'ai créé Gringot. Ça s'est fait après. Et tu as vraiment des gens qui t'aident vraiment. Tu as des cons aussi, j'imagine. Mais tu vois, j'essaye de pas trop les fréquenter ceux-là. Mais des gens qui m'ont aidé gratuitement. Et pour certains, ça se passe pas forcément très bien pour eux depuis. Et que j'essaye vraiment d'aider le plus que je peux. T'as des clubs, des réseaux ou des choses Non, j'ai pas de club. C'est vraiment des gens que j'ai rencontrés sur le tas et que j'essaie de voir le plus souvent possible. T'es pas dans le club du Galion Non, on n'est pas dans le club du Galion. On nous a proposé, parce que je crois qu'on est éligible et tout ça, mais... Bon, je crois qu'il faut avoir levé 3 millions. Ouais, on l'a fait, quoi. Ouais. On nous a proposé de nous parrainer pour ça. Écoute, on l'a pas fait. Peut-être qu'on le fera, mais il paraît que c'est bien, mais non, pas de club, juste de rencontrer des gens comme ça, tu vois, tu fais un dîner, tu rencontres quelqu'un, tu dis bah on se reprend un café et tout, et ouais, c'est cool, quoi. Tu me parles de dîner dans ta vie perso, je reviens là-dessus, t'es célibataire, t'as des enfants? J'ai pas d'enfant, j'ai quelqu'un, mais j'ai pas d'enfant. Pas tout de suite, un jour peut-être que ça viendra, mais j'ai un gros bébé là avec Gringot et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à faire les deux en même temps. J'ai déjà très peu de temps pour moi. J'essaie de faire du sport déjà et je prends très peu de vacances et je me dis si je rajoute un petit truc qui court partout là au milieu en plus de ça, je sais pas comment je vais faire, quoi. C'est dans tes objectifs, comment tu enfin je sais pas ouais, là j'ai 31 ans, d'ici 3-4 ans, quoi. Okay. Voilà. Bon, donc t'es confiant quand même sur l'avenir de Gringot, et même au-delà de ça, hein, si on prend du recul, faire des enfants, c'est par rapport au système, alors j'en ferai pas 5. C'est un peu embêtant, je pense. 2 peut-être. Enfin, j'ai quelqu'un à la maison qui aimerait peut-être un peu plus, mais 1 ou 2, ouais. Et je sais pas si je suis confiant, mais tu vois, après, la réalité, c'est que si tu veux sauver la planète du réchauffement climatique, mais que plus personne pour y habiter, c'est teubé aussi, tu vois. Je comprends les gens qui sont un peu anxieux et qui veulent moins faire d'enfants.
clairement. C'était ça. Mais entre en faire moins et en faire zéro, Mm. il y a un gap aussi, tu vois. Comment tu vois, là on se projette, on est en 2050. Ouais. C'est quoi ta vision du monde Waouh. Tu veux la vision optimiste et innocente et on a réussi à faire une belle transition ou là, un la peu vision plus, d'Andrea. c'est la vision du monde en 2050. C'est une bonne question. Je pense que on va quand même malheureusement vers un accroissement fort des inégalités, je pense, entre les gens d'un même pays. Je pense qu'il va y avoir le développement de l'intelligence artificielle qui va bouleverser pas mal de choses et qu'aujourd'hui, on va avoir... Je vois pas comment on peut échapper dans le futur à avoir un revenu universel. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont être un peu inutiles dans le travail, qui vont être déplacés par l'intelligence artificielle, et tu vas avoir des gens qui vont être soit ceux qui vont pouvoir vraiment maîtriser et être un peu en haut de la pyramide, et ceux qui en fait vont être dépassés par à peu près toutes les technologies, et ça va arriver je pense d'ici 2050. Donc pour ça, il nous faudra probablement un revenu universel et ça va être très difficile à mettre en place, je pense aussi, parce que on est dans des limites budgétairement, on voit que c'est compliqué, on voit qu'il y a des contraintes de plus en plus au niveau du gouvernement, on voit que là avec les taux d'intérêt qui augmentent, ça va être je pense compliqué de boucler certains budgets avec les investissements qui vont être nécessaires pour la transition écologique. Donc ça va être compliqué, je pense quand même de réussir à mettre en place tout ça. C'est un peu le bordel aussi d'un point de vue géopolitique en ce moment. Donc je sais pas trop ce qui va se passer honnêtement, c'est une question difficile. Je suis optimiste quand même parce que l'homme s'en est quand même plus ou moins bien sorti en ce moment. Je pense qu'il va falloir changer beaucoup de choses sur la façon dont on consomme, sur la façon dont on se déplace. Il y a eu à mon avis un peu un optimum après la Seconde Guerre mondiale, tu vois, pendant 30-40 ans où les gens se sont dit qu'on pourrait continuer comme ça, business as usual, pour les 500 prochaines années. Là je pense qu'on est en train de comprendre ça et que en fait on est là une génération qui va peut-être, en tout cas en France, pour la première fois depuis 100 ans, vivre moins bien, en tout cas, que ses aînés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des exceptions et que certains vont pouvoir mieux vivre que leurs parents, mais je pense que dans l'ensemble, un Français qui est né il y a 10-15 ans, il vivra peut-être un peu moins bien que ses parents, ou en tout cas pourra aspirer pas forcément à autant que ses parents. Tu vois, le truc de tes parents qui d'acheter un appartement à Paris pour... en étant secrétaire ou quoi, enfin aujourd'hui c'est pas possible, tu vois, et aujourd'hui pour acheter cet appartement il faut énormément d'argent et on n'a pas accès aux mêmes choses qu'avant, je pense. On a plein de nouveautés, tu vois, sur des réseaux sociaux, sur de la technologie qui vont donner des opportunités pour ceux qui vont savoir s'en sortir, mais pour la masse, à mon avis, ça risque d'être compliqué. Maintenant, je pense qu'il y a plein de choses à faire et il va falloir qu'il y ait des changements forts aussi au niveau des réglementations de l'État parce que la transition écologique va faire en sorte, il va falloir qu'on change nos modes de vie et que si on s'y met pas, en fait, ça va être subi, ça va être contraint. En fait, tu le vois un peu, hein, le renchérissement des coûts de l'énergie aujourd'hui fait que, tu vois, l'industrie en Allemagne, elle souffre, qu'en France, on a souffert à un moment, qu'il y a des gens qui peuvent plus se chauffer. Et en fait, à un moment, soit on investit maintenant, soit ça va pas marcher et ça va être dur. Donc c'est très confus ce que je te raconte. T'as une position sur justement le discours de Jean-Marc Jancovici, le nucléaire, la place du nucléaire. Ouais, moi je suis plutôt favorable au nucléaire, clairement. Aujourd'hui, c'est l'énergie bas carbone la plus efficiente dont on peut avoir. On verra si la fusion arrive à temps. A priori non. A priori non, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut aller vite. Mais pour moi, oui, il faut du nucléaire. Après, il y a la réalité, c'est que... faut relancer la... C'est ça, c'est qu'en fait, le problème, c'est que le nucléaire, si on veut des nouvelles centrales, ça mettra 20 ans. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est pour ça que, tu vois, il y a des gens qui opposent nucléaire et renouvelable. Pas du tout. À mon avis, il faut les deux, clairement. Je suis 100% renouvelable, ça me paraît complexe aussi à gérer pour l'intermittence et pour d'autres choses. 100% nucléaire, ça ne marchera pas tout de suite. Donc, il faut les deux, mais tu vois, y a d'autres problèmes que l'énergie aussi, tu vois, il y a les ressources, tu vois, pour fabriquer des batteries, il faut des ressources, du lithium, des minerais, et pareil, il y a plein d'études contradictoires en ce moment, il y a des gens qui disent qu'il n'y en aura pas assez, mais je vois aussi des études qui disent qu'on est super bien et qu'on est large. Donc en vrai, c'est un problème complexe. C'est un problème ultra complexe, quoi. Et je pense que... Ton mindset d'entrepreneur... Mon mindset d'entrepreneur, il est positif. Je suis positif, mais je sens que ça va être compliqué, qu'il va falloir se battre quand même, tu vois. Genre les gens qui te disent que tout sera à 10 minutes à vélo et que les gens cultiveront leur salade dans leur jardin et tout. Tu sais, un peu c'est l'ADEME qui fait ses dessins avec ses scénarios et tout ça, et qui sont très utopistes. Non, l'ADEME, c'est très bien ce qu'ils font, hein, mais j'y crois pas trop. Voilà. Mais bon. Ça marche. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Gringotte? Ce qu'on peut souhaiter à Gringotte, c'est qu'on continue notre développement comme ça, qu'on réussisse notre lancement d'assurance vie et de livrer et de compte joint là, dans les Ça prochains sort jours. quand? Bientôt. D'ici la fin de l'année? Ouais, d'ici la fin de l'année, et qu'on continue de grandir comme ça, qu'on continue surtout dans notre mission de réussir à financer la transition écologique, qui est la base de tout. Super. Voilà. Parfait, écoute, je te souhaite de continuer encore toutes ces étapes pour faire de Gringotte une banque qui permettra Ouais, on espère. Ouais. de faciliter la transition écologique. Pour finir, est-ce que tu as quelqu'un à remercier? Ouah, c'est difficile parce que si je remercie quelqu'un, je vais en oublier plein d'autres. Mais écoute, au-delà de... Qui a pu t'aider ou Ouais, aussi bien perso au-delà de mes que cofrons, pro? au-delà de Maud et Fabien, Mm. qui forcément, sans eux, ça n'aurait pas été possible. Il y a quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, un entrepreneur aussi, Vincent Joanne, qui nous a beaucoup aidé au tout début, Fabien, Maud et moi, et c'est cool parce que ça a été à titre totalement gratuit, et c'est quelqu'un de très cool. Il y en a plein d'autres, hein, mais je le cite lui parce que voilà, parce qu'on s'est vu il y a 2 jours aussi. Mais ouais, Vincent. Super. Tu veux conclure sur un petit mot? Ouais, Je te laisse le mot de la fin. Sur quoi? Sur Gringotte? L'idée, c'est peut-être si tu peux donner envie à certains qui peut-être hésiteraient à se lancer. Okay. Dans l'entrepreneuriat, tu veux dire? Ouais, voilà, peut-être un conseil, comment tu passes justement du rêve à la réalité. Comment tu passes du rêve à la réalité? Il faut pas trop se poser de questions, je crois. Enfin, on l'a déjà dit. Il y a... il faut parler à des gens aussi. Je crois que c'est très important on parlait aussi des exemples, de voir en fait qu'il y a rien qui est magique en fait. C'est pas sorcier, il y a pas un truc, il y a pas un déclic, il y a pas un jour où tu dis ça y est, je suis entrepreneur et les choses se font petit à petit. Et en fait, si tu attends de te dire ok, ça y est, c'est bon, j'ai l'idée, ou alors ça y est, c'est bon, j'ai le truc, ça n'arrivera pas. Il faut commencer des choses, il faut investir du temps, et il faut aller rencontrer des gens qui sont déjà passés par là. Il faut parler. Moi, je considère qu'il ne faut pas faire son truc dans son coin aussi. C'est assez important vraiment d'en parler, de confronter ses idées. Et surtout, il faut avancer. Il y a aujourd'hui plein d'outils en ligne, si on n'est pas forcément développeur, pour pouvoir faire du no-code, des trucs comme ça, pour faire une landing page, pour tester des choses. Il y a des ressources. Et il faut vraiment essayer. Sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut pour apprendre, des podcasts comme le tien, et écouter tout ça, et voir en fait que les gens qui font ça, c'est pas des extraterrestres en fait, hein, c'est des gens comme nous. Je donnerai pas de nom, mais moi j'ai rencontré des gens qui ont des boîtes qui valent des centaines de millions d'euros. Alors certains sont très très impressionnants et d'autres pas trop quoi. Ils ont juste avancé, ils ont juste fait les choses. J'ai pas dit qu'ils étaient bêtes, hein, mais je les ai pas sentis. Ils ont juste travaillé, ils ont fait les choses, ils ont avancé. Et en fait c'est ça quoi. Hein. Si on attend d'avoir une idée de génie et de dire qu'il faut un QI de 150 pour faire ça. Une roadmap définie. Non, c'est pas vrai. Moi j'y crois pas trop. Je crois pas trop à ces boîtes qui te disent qu'ils ont une vision à 10 ans, de le monde dans 10 ans sera comme ça et tout. Je pense que c'est souvent une histoire qu'on se raconte après. Tu vois, quand on regarde dans le rétroviseur et dit ouais en fait il y a 10 ans je savais que en fait moi j'ai peu de mal à croire à ça. C'est peut-être une idée vague, mais t'as peut-être 2-3 personnes un peu qui sont dans l'IA et tout éventuellement, tu vois, mais je pense que la plupart des entrepreneurs ils se disent juste que on verra ce qui va se passer, et on avance quoi. Super. Écoute, merci beaucoup Andrea. Merci à toi Aurélien. À bientôt.